etc. N'hésitez pas à venir. Et vous avez tous ces groupes-là en relation avec le club en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on fait par département, mais on vient faire un truc de niveau citoyen pour que les citoyens puissent eux-mêmes après, il faut qu'on ait des administrateurs sur les régions. On n'a pas dit bonjour. Ouais, ben oui. On va faire moi je veux une photo ici, c'est bon, c'est tout. Je me suis mise sur le côté, normalement je passe. Ouais, moi c'est bon, j'ai tout le monde. Okay. J'attends juste de savoir le retour du son, mais... Pas mal. Oui, ça a l'air d'être bon. Retour du son. Ça a l'air d'être bon. On va arrêter ça. Bon, après, il va y avoir le micro, ça sera peut-être... Ça te dérange là, non? Non, du tout. Du tout. Il y avait des bancs, il y avait Alors pour ceux qui sont dans le fond, dans l'entrée du Micmac, il y a encore des places disponibles dans le fond, le vrai fond du Micmac. N'hésitez pas à aller vous asseoir si vous avez envie. Et puis on va commencer cette soirée. On va commencer cette soirée sur la question des violences policières. Et donc une soirée qui est animée par la boîte sans projet, appuyée avec les réfractaires du 80. Très rapidement, la boîte sans projet, c'est une structure d'éducation populaire, et donc la façon dont on a pensé cette soirée, c'est de la penser en fait sous une forme d'éducation populaire. On va essayer d'éviter au maximum la question on a des intervenants qui discutent, et ensuite on pose des questions et on a juste un échange comme ça qui peut ne pas être forcément intéressant, et éviter que tout le monde, éviter que ce soit toujours les mêmes qui puissent discuter. Alors, très rapidement, pour vous dire un peu comment va se passer cette soirée, on va commencer après avec Manu avec un petit quiz sur la question des violences policières. Ensuite, on aura un premier temps de débat sur la question de la visibilité des violences, la visibilité des violences policières aujourd'hui en fait dans le mouvement social, mais aussi cette question qui se pose aussi, c'est que maintenant en fait on revisibilise ces violences en quartier populaire, et en tout cas la répression d'État organisé dans ces espaces-là. Après ce premier temps de discussion en tout cas des intervenants, qu'on vous présentera après le petit quiz de Manu, on aura un temps repas derrière, et ensuite en fait on se réunira pour réfléchir ensemble en petits groupes à quelle question, en fait, quelle expression on veut porter, et avoir un temps d'échange avec la salle et les intervenants présents.
Voilà, je vais laisser la parole à Manu. Bonsoir à tous, alors moi je vous propose un petit jeu proposé par la chaîne TF1, Téléflic 1. Alors ce petit jeu en fait c'est, je vais avoir besoin de victimes, de candidats. Ce petit jeu donc s'appelle Qui veut se manger un pruneau. Donc là pour l'instant bah, la première chose que j'ai besoin d'un candidat. Qui c'est vous? Allez. Non? Ouais, super. Je me rapproche. Très bien, alors bien. Alors il faut savoir que ce jeu est très fortement inspiré d'un jeu très connu, présenté par un mec très connu. Il va y avoir des questions avec 3 propositions. Il faudra me donner la bonne, et là tu garderas ton capital vital. Et si tu ne me donnes pas la bonne, forcément c'est la bavure. D'accord? Désolée, j'ai un petit problème avec le stade. Depuis 43 ans, en France, combien de personnes ont été victimes, donc en sont mortes, des violences policières? Petite A, 35, petit B, 676, petit C, 1350. Depuis les années, Depuis 43 ans, depuis 1977 exactement. La réponse B. Réponse B, 676 personnes. Et c'est la bonne réponse, on peut applaudir. Hugues, c'est ça? Pour faire un petit peu de pédagogie, il faut savoir que sur les 676 personnes qui ont été assassinées, il y a 44 femmes adultes et 77 enfants ou adolescents de moins de 18 ans. Voilà, c'est pour avoir les chiffres bien en tête. Du coup, si tu calcules bien, ton capital vital est toujours là, ça fait combien de morts par an? 10 à 15 morts par an, 5 à 10 morts par an, B, 5 à 10 morts par an, petit C, 20 à 30 morts par an. réponse C. Et malheureusement, tu prends un pruneau, Hugues. Tu ne peux pas te rappeler à un ami. Alors j'ai besoin d'un autre candidat puisque le mien est mort. Qui se dévoue? Allez, un peu de courage. Monsieur, venez. Alors. Bonjour. 15. C'était ça, c'est 10 à 15 par an environ. Si on calcule, voilà. 600 divisé par an. Alors monsieur, vous appelez Jean-Loup. Jean-Loup. La BAC. Un petit mot quand même, je viens de Cahors exprès. Alors, par qui a été créée la BAC? Et en quelle année? Première réponse, petite A, Raymond Marcellin, donc, qui était ministre de l'Intérieur en 1971, qui à titre, enfin juste comme ça pour l'anecdote, c'était un ancien ministre sous Vichy aussi. Petit B, Gaston Defferre en 1981. Petit C, Charles Pasqua en 1995. C'est votre dernier mot, Jean-Loup? Et malheureusement vous prenez un pruneau. C'était vraiment Raymond Marcellin en 1971. C'est vieux, hein? Ah, j'ai besoin d'un autre candidat là, ça commence à faire beaucoup de victimes. J'étais pas né en plus pour moi. Une contestation? Sous son ministère. Il était le ministre de l'Intérieur. Ok, bonjour. T'as le droit de deuxième chance alors. On va dire que le pruneau n'était pas mortel. Merci à David Dufresne de Putain Solo. Alors, prochaine question. Quel était l'ancêtre de la fiche S? Petite A, le carnet A. Petit B, le carnet B. Petit C, le carnet C. J'ai entendu quelqu'un dire le carnet B. Et tout à fait, ouais, c'était le carnet B qui a été fait
Voilà, avant la guerre 14, surtout pour ficher tous les anarchistes qui étaient anti-guerre. Alors, Jean-Loup, on va continuer. Ton capital vital augmente. Quel est le pays le plus grand exportateur de son savoir-faire en matière de maintien de l'ordre? Petit A, l'Allemagne. Petit B, la France. Petit C, les USA. B. Forcément, et oui, bravo Jean-Loup, c'est bien, la réponse B, c'est la France. Et dans quel but? Petit A, maintenir le calme social mondial. Petit B, être sympa avec les autres pays où c'est la merde. Ou petit C, vendre des armes et des équipements. On peut applaudir Jean-Loup, c'est effectivement la réponse C. Alors, on va maintenant poser une autre question. Par qui a été élaborée la doctrine contre-insurrectionnelle utilisée par la police française? Petit A, des militaires en Algérie durant la guerre d'indépendance. Petit B, Danton. Petit C, Pétain. Voilà, la guerre d'Algérie. Effectivement, ouais, les méthodes découlent complètement des militaires qui, à l'époque, je rappelle, de la guerre d'indépendance, étaient les flics aussi en Algérie. On va continuer maintenant sur des questions beaucoup plus compliquées. Jean-Loup. Jean-Loup, qu'est-ce que le pare-choquage? Réponse A, une technique pour faire briller ton pare-choc. Petit B, une technique policière pour arrêter les scooters et les renverser. Petit C, un troc de pare-choc. Ah non, mais attends. Ouais, non, mais c'est vrai, Ouais, tout à fait, donc on appelle ça... Enfin, on le voit régulièrement. les keufs appellent ça le pare-chocage. On a vu des victimes, notamment... Il va prendre un pruneau. Alors, une question très compliquée. Qu'arrive-t-il à un policier quand il commet une bavure? Petite A, petite A. Petite, s'il vous plaît. Petit A, il est privé de pastis au comico. Petit B, il a une retenue sur salaire. Petit C, il grimpe dans la hiérarchie. Petit C. Et oui, Jean-Loup, mais bravo, mais tellement fort. On peut l'applaudir quand même. Pas dur, hein. Regarde les informations, enfin des informations sur les réseaux sociaux. Alors, question suivante. Par qui les policiers de la BAC ou des RG sont-ils empêchés d'infiltrer les manifs? Petit A, les syndicats. Petit B, les GPN. Petit C, les cortèges de tête. Écoute, attends, je manifeste à Toulouse tous les samedis. Je peux te dire que quoi qu'il fasse, ils sont là de nom. Hein. Donc, pourtant, il y a un cortège de tête. Alors, je dirais, allez, pour les syndicats. Eh non, c'était la réponse C. Majoritairement, c'est par les cortèges de tête. Jean-Loup, cette fois, ça y est, c'est la bavure. C'est vrai. Bah, monsieur, je vois que depuis tout à l'heure, vous avez l'air motivé. Je vais vous prendre comme candidat. Vas-y Bernard. Bienvenue. Bernard, vas-y. Donc, monsieur, qui s'appelle Bernard. Bienvenue Bernard. Alors, quel président français a tenté de privatiser les prisons? Petit A, De Gaulle. Petit B, Mitterrand. Petit C, Sarkozy. Sarkozy. Forcément, c'était pas très compliqué. Alors, on va rester sur le domaine des prisons toujours. Quelle entreprise de grande distribution fait fabriquer ses emballages par des prisonniers? Petit A, la Fnac. Petit B, Leclerc. Petit C, Leroy Merlin. Le roi Merlin. Et c'est la bavure. C'était Leclerc en fait. Voilà. Dommage, on va déjà avoir besoin d'une nouvelle victime, d'un nouveau candidat. Pardon. Candidate, hein, excusez-moi. Un victime, au moins c'est neutre, il n'y a pas de... Il n'y a personne, hein? Je le saurais, mais je t'ai pas su. Ok, bah... Ouais. Vas-y Daniel, vas-y. Daniel. Alors, Daniel, vas-y. À la fin, hein. d'où vient
viennent les kalachnikovs que l'on peut se procurer pour 800 € dans certains quartiers dits sensibles? Petit A, les USA. Petit B, la Yougoslavie. Et petit C, la Russie. La Russie. C'est votre dernier mot? Oui. Et non, c'était pas la Russie, c'était la Yougoslavie. Et encore une bavure. Bon, allez, une dernière victime ou pas? Bon. Ok, alors on la ressuscite alors. Combien de policiers ont été condamnés pour meurtre depuis 40 ans? Petit A, aucun. Petit B, 3 des peines de prison avec sursis et 1 avec prison ferme. Petit C, 7 avec sursis et 5 fermes. On va dire 3. Aucun. Petit C alors? Tu veux dire B? Aucun. Aux réponses B, donc c'est effectivement la bonne réponse. Et enfin bon là on va mettre la dernière question, donc c'est la question fatale. Que signifie MO dans le langage policier? Petit A, mort par overdose. Petit B, maintien de l'ordre. Petit C, mauvaise opération. Mauvaise opération. C'était une mauvaise réponse, c'était la réponse B, c'est maintien de l'ordre. Voilà, c'était pour la dernière bavure. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. Merci beaucoup Manu. Alors tant que je suis dans les remerciements et que je remercie Manu, j'ai envie de remercier aussi le camarade Clément qui a animé un porteur de parole en arrivant et donc qui s'appelait Balance ton poulet. Et donc vous pouvez voir en fait derrière sur les fils à linge qui sont posés des expériences de rencontres avec des policiers et ce qui en est suivi. Alors pour introduire ce débat, je vais vous présenter en tout cas nos discutants et je vais commencer par Romain. Donc nous avons Romain, si tu peux faire coucou. Voilà, Romain Ladan, donc militant associatif amiénois, qui est politique aussi, président de la boîte sans projet et qui est en procès demain, ce qui fait que je peux vous rappeler aussi que l'entrée est à prix libre et que donc en fait il y a une caisse de solidarité en fait à l'entrée du Micmac, voilà, avec Claudia qui fait coucou, pour récolter des fonds pour les frais de justice de tout le monde, oui pas que de Romain mais j'en profite, et de Titouan aussi qui est en procès demain. Donc voilà, Romain qui était arrêté le 5 octobre, pardon, et qui depuis est sous contrôle judiciaire après 47 heures de garde à vue qui passe en jugement demain. Nous avons aussi Mélanie Gaham, militante politique amiénoise, membre des Gilets jaunes. Alors j'ai ma fiche parce que je me rappelle pas de tout. Mélanie, voilà, donc qui est en lutte depuis décembre 2018, qui a été victime de violences policières le 20 avril 2019 à Paris, suite à un coup de matraque dans la nuque et qui a après eu 6 jours d'ITT, ce que tu me disais. Aujourd'hui, la procédure a été classée sans suite, puisque il a été décidé que le choix du policier était tout à fait justifié. Et il me semble que là, par contre, tu ne lâches pas et que ça va revenir. En tout cas, tu es toujours en lutte pour faire reconnaître ça. Nous avons aussi David Dufresne. David, voilà, donc qui est l'animateur aujourd'hui connu pour le compte Twitter Allo Place Beauvau, qui interpelle le ministère de l'Intérieur sur la question des bavures policières. Il me semble qu'aujourd'hui, on est à 877 interpellations depuis hier ou avant-hier. Tu en parleras, qui a aussi écrit un livre dernièrement, donc dernière sommation, qui raconte la lutte des Gilets jaunes, dans lequel il y a un personnage, en fait on parle de vrai faux roman, avec un personnage qui ressemble beaucoup, Étienne Dardel, qui est un journaliste qui interpelle le ministère de l'Intérieur sur la question des violences policières. On peut noter aussi qu'en 2005, tu as sorti un documentaire sur ce qui s'était passé. Alors, je reprends mes notes aussi.
qui s'appelle Quand la France s'embrase, exactement sur les premières, en tout cas les émeutes de banlieue de 2005. Et puis j'avais noté aussi voilà, qu'aujourd'hui tu es salué par le monde journalistique qui dit que c'est très très bien le travail que tu fais, tu es décrié par la police. Et que tu disais en fait le travail que je fais c'est un travail journaliste normal et qu'il faut à un moment donné il faut poser ces questions là et il faut les faire remonter. On a aussi Carole à côté, Carole Austin de l'Union Sud Solidaire, voilà, donc représentante syndicaliste et qui est prof à Amiens Nord, prof de philosophie donc en quartier, et qui était présent en 2012 avec Manuel Valls quand il a lancé la question des zones de sécurité prioritaires et donc qui est le déploiement d'effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie pour pacifier les violences urbaines. Ensuite, nous avons Sabrina. Sabrina, je sais jamais, je suis désolé. Okay. De Clichy-sous-Bois, donc engagé avec Assez le Feu et les Passe en nous. Voilà, donc nous aussi c'est du projet Pop Art. Alors, hop, voilà, Assez le Feu, tout comme les Passe en nous, c'est ça se veut un peu comme des. En fait, on parle des fois de syndicats des quartiers populaires, en tout cas de porter la voix des habitants. Et voilà, c'est donc militante associative. Et je vais en profiter pour passer sur Bénédicte Madelin, qui est aussi à la coordination nationale des Passe-en-nous et qui est fondatrice et ancienne directrice de Profession Banlieue, et donc qui pose notamment la question de comment en fait ces espaces exclus enfin voilà, que sont les quartiers populaires en fait sont des terrains d'expérimentation en fait de la répression de l'État, que ce soit autant de la répression policière ou de la répression des initiatives militantes autres de la part des habitants. Et pour animer cette première discussion, ce sera Julien Talpin qui est là. Julien qui est sociologue, spécialiste donc de la participation des habitants et de l'organisation communautaire, notamment aux États-Unis, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Bâillonner les quartiers, et j'ai pas la suite. Bâillonner les quartiers, comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, et qui pose notamment la question, d'autant que c'est assez intéressant parce qu'on est là, comment en fait lors des élections municipales les grosses écuries politiques redécouvrent qu'il y a des habitants qui habitent en quartier populaire, et comment en fait on va mettre en place des espaces aussi qui sont un peu des espaces répressifs derrière par les politiques publiques. Voilà, merci beaucoup et je te laisse le micro. Merci Bernard. Bonsoir à tous, très content d'être avec vous ce soir pour cette belle soirée. Avant de passer la parole à nos camarades, moi je voudrais commencer par un souvenir, une scène qui m'avait pas mal marqué l'année dernière. C'était à Beaumont-sur-Oise, au moment de l'acte 36 des Gilets jaunes, qui avait été organisé en partenariat avec le comité Vérité et Justice pour Adama. Et à cette occasion, en fait, un gilet jaune avait pris la parole sur l'estrade et il avait dit la chose suivante. Je voudrais vous demander pardon de ne découvrir que maintenant ce que vous vivez depuis des décennies dans les quartiers, en termes de violences policières et de morts sous les coups de la police, au nombre de 1 par mois depuis des années, comme ça a été rappelé. Pardon donc de ne les découvrir que maintenant. Et je crois que ça résume bien cette parole prononcée en juillet dernier, l'enjeu de cette soirée, et le fait que la question des violences policières et de la violence d'État, aussi ignoble soit-elle, peut peut-être constituer une opportunité pour le mouvement social, opportunité de construire des jonctions, des alliances qui n'ont pas pu se faire par le passé. C'est en tout cas une des questions, je pense, dont on va discuter ce soir. Je crois que cette soirée est importante parce qu'elle contribue et ça a été dit, à la visibilisation, la publicisation des pratiques de violence policière et de répression. Car un des éléments qui permet la reproduction de la répression et de la violence d'État, c'est bien souvent qu'elle demeure cachée, invisibilisée. Au fond, pour réprimer, restons cachés.
Et un des enjeux, moi je crois, c'est de les mettre à jour, de les dévoiler, ces pratiques, pour pouvoir les mettre à mal. Alors on y reviendra dans la discussion, je crois que c'est le rôle d'observatoire des pratiques policières qui sont mis en place un peu partout sur le territoire et qui ont aussi connu la répression, comme à Montpellier, à Toulouse. Moi qui viens de Lille, je suis ça également de près. Rôle d'un observatoire des libertés associatives qu'on est en train de constituer avec tout un ensemble d'associations, dont Passe en nous, qui visent également à documenter et visibiliser toutes les formes de pratiques de répression du militantisme qui dépassent simplement la question des violences policières. Travail de visibilisation et de documentation qui est assuré également par les journalistes, et je crois que David Dufresne nous en dira un mot dans un instant. Et travail de documentation et de visibilisation de ces pratiques pour lequel les sciences sociales, je crois, ont un rôle également à jouer. Je voudrais signaler ici la présence de Myriam Bachir, qui a fait un travail tout à fait remarquable auprès de la table de quartier d'Étouville à ce titre, qui, elle, a été confrontée au cours des dernières années à une forme de répression institutionnelle à bas bruit de la part de la municipalité et des pouvoirs publics, qui ne prenaient pas forcément la forme de la violence physique et policière, mais qui constituait autant d'entraves et de bâtons placés dans les roues de ceux et celles qui essayaient de s'organiser pour défendre les intérêts des quartiers populaires. C'est également ce que j'essaye de faire moi dans ce livre qui vient de paraître, Bâillonner les quartiers, de documenter de façon un peu systématique des histoires qui se déroulent depuis des années et des décennies dans les quartiers populaires, pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli et pour montrer au fond la dimension systémique de ces pratiques de répression institutionnelle qui ne tiennent pas du hasard et révèlent au fond le rapport très problématique que l'État français entretient au contre-pouvoir et à la contestation sociale. J'en reste là et je passe à présent la parole à nos invités. Et je voudrais peut-être commencer par donner la parole à ceux qui ont directement subi ces formes de violence et de répression policière, et peut-être commencer avec toi, Mélanie, qui nous raconte un peu comment ça s'est passé, ton expérience de ce point de vue-là. Déjà bonsoir et merci à tous d'être venus. C'était important que cette soirée fédère et qu'on va et voir du monde comme ça fait chaud au cœur. Donc pour beaucoup, vous connaissez mon histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je suis gilet jaune depuis le 1er décembre 2018. Je milite chaque samedi. Beaucoup sur Paris dans un premier temps, sur Amiens dans un second temps, mais je répondais aux appels, aux gros appels sur Paris, parce que pour moi c'était important, quoi. Cette ville, c'est quand même la vitrine de la France, et pour moi c'était important d'aller sur Paris pendant les gros appels. Donc le 20 avril, c'est l'acte 2, c'est la deuxième manifestation qui est gérée par Monsieur l'Allemand, deuxième ou troisième, hein, je ne sais plus trop, quoi. C'est après le 16 mars, il a vite pris ses marques, ce monsieur. Et donc voilà, donc là ce jour-là je découvre les voltigeurs, je découvre plein de choses qui étaient inédites pour moi. Et donc ce 20 avril, je suis dans un cortège déclaré, la manif avance, j'avance avec elle, et à un moment donné, il y a un mouvement de foule, et moi j'avais jamais vu la police courir sur les gens, donc pour moi quand il y a un mouvement de foule, en fait c'est simplement que la police va envoyer des gaz lacrymogènes. Donc à ce moment-là, je me retourne, je mets mon écharpe, je la noue fort dans mon cou parce que je prends plus de masque, parce que les masques en papier, on nous dit que c'est des armes par destination. Je prends plus de sérum physiologique parce que ça aussi, c'est des armes par destination. D'ailleurs, j'ai une camarade qui a été en garde à vue et on lui a indiqué que ces deux choses étaient des armes par destination. Donc je prends plus tout ça, je prends juste mon écharpe, ma grosse écharpe d'hiver, et je la noue fort. Je marche parce que je me dis, ouais, les lacrymos, au bout d'un moment, on est un peu habitué, même si les dernières, elles sont terribles. Mais celles de l'époque, j'arrivais à les supporter encore grâce à mon écharpe. Donc je marche comme ça, et je me dis, je lève les mains, comme ça, la police, je sais pas, ils comprendront qu'en fait, je suis pas un danger pour eux. Et il y a un monsieur, un chef, un commandant divisionnaire, un monsieur qui porte le doux sigle de Go derrière son dos, Go CRS, toute une promesse, Go, j'y vais. Et d'ailleurs c'est ce qu'il dit quand il me charge. On y va, Go. Ok, il y va, Go. Et là il me voit et il me donne un coup de matraque dans la nuque. Voilà, dans la nuque. On pourrait penser que c'est une zone non réglementaire, mais l'IGPN dit le contraire.
il classe mon affaire sans suite. Donc voilà, ce monsieur se défend en disant que s'il avait su que j'étais une femme, il m'aurait tapé dans la cuisse. Encore un joli misogyne, on est d'accord? Et ça, c'est entendable par l'UGPN. Mais bon, il visait l'épaule, il a eu la nuque, c'est pas très grave. Donc voilà ce qui m'est arrivé le 20 avril. Depuis, eh ben, il se passe pas un seul acte sans que j'ai peur. Ils créent un mouvement de terreur dans la tête des gens et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on ait peur, ils veulent qu'on rentre chez nous, ils veulent qu'on n'en puisse plus. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça nous a mis un genou à terre à certains, mais ça ne nous mettra pas le deuxième, et qu'on sera toujours digne, on sera toujours debout, parce que la cause elle est juste, la cause elle est belle. Et on ira jusqu'au bout dans cette cause des gilets jaunes, parce que nos revendications elles sont toujours là. Et quand les médias, les merdias nous disent qu'il n'y a plus de revendications, moi mon gilet, je ne l'ai pas changé depuis le 1er avril, mes revendications elles sont toujours sur ce putain de gilet. Donc on n'a pas changé, on est toujours là contre l'injustice sociale, fiscale, climatique. Et ça n'a pas changé depuis le premier jour, et ça ne changera jamais, jusqu'à temps qu'on daigne nous entendre, parce qu'on n'est pas entendu. Les violences, elles sont là, elles se généralisent, on nous enlève une grenade pour nous en mettre une, qui mutile toujours autant. On nous ment, et voilà. Romain, pour enchaîner, tu pourrais nous raconter comment, toi qui milites depuis pas mal d'années avec la Voix de son projet, notamment dans les quartiers populaires d'Amiens, comment s'est fait la rencontre peut-être avec Mélanie et comment vous avez essayé d'œuvrer à des formes de jonction entre différentes fractions des classes populaires confrontées à cette violence d'État, et puis peut-être aussi que tu évoques toi ta propre histoire et le procès politique, je pense, que tu es en train de subir. Merci Julien. Juste, on oubliait que Germain précisait qu'il y avait Mohamed Meshmash et Saïd Brik qui étaient prévus ce soir avec nous pour discuter, et pour raison personnelle n'ont pas pu venir, mais ils nous ont dit de leur part de passer un grand bonsoir. Ils sont très contents que cette soirée s'organise à Amiens. Parce que nous on s'est rencontrés avec Mohamed de longue date, et c'est là où j'avais croisé David Dufresne, une conférence que tu avais fait, que tu as animée par Julien, où il y avait déjà les Passe en nous, et le collectif Aboubacar Gay. C'était l'été dernier au niveau de l'université des quartiers populaires. Et de là, je me rappelle la promesse qui avait été faite en discutant à la fin, ce qui s'est passé à Roubaix, il faut le faire à Amiens. Du coup, je suis content, quelques mois après, que la discussion qu'on avait eue tout à la fin, avec Bénédicte, il y avait Mohamed, il y avait David, mais on ne se connaissait pas directement. Du coup, aujourd'hui, ça se réalise. Enfin, ça veut dire que les promesses se réalisent, et ça, c'est bien aussi la convergence. Enfin, c'est qu'on est aussi dans le sujet de la convergence, et des engagements pris pour justement que la parole, elle soit aussi sur Amiens. Moi, j'étais en 2013 responsable d'une association sur Amiens Nord, dans le quartier populaire. Et là, j'ai les élus de l'époque, donc en 2014, l'actuelle municipalité, en plus on est un mot des municipales, qui a dit si Romain Adam ne démissionne pas de la présidence, on fait fermer l'association. Je n'ai pas démissionné de la présidence, ils ont fermé l'association. Les logiques de financement, comme quand on ne sait pas gérer une structure associative, tout ça c'était le début des difficultés que moi j'ai connues et subies par rapport à un quartier populaire à Amiens Nord. Et ce que tu disais en préambule, c'est les violences institutionnelles, les violences invisibles que subissent régulièrement le milieu associatif. Donc première structure qui a fermé parce que j'ai pas voulu partir de la présidence. Licenciement de 4 salariés derrière, enfin des personnes en difficulté qui étaient accueillies, enfin j'imagine les conséquences dans un quartier populaire à Amiens Nord. Ensuite, comment j'ai rencontré aussi le CSC Touvi, les camarades de la table de quartier, hein, beaucoup sont dans la salle. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Bénédicte et Sabrina. C'était quand j'ai été en difficulté au niveau de ma structure associative en 2013-2014. On s'est lié à un autre quartier parce qu'il y avait une problématique structurelle du financement associatif. Le CSC Touvi était en difficulté, les habitants se mobilisaient. Du coup je suis allé voir ce qui se passait là-bas, et de là ensemble on a construit la revendication de la lutte, des mobilisations, des manifestations, en disant il y a un problème, c'est pas le quartier Touvi, c'est pas le quartier Nord, c'est pas les habitants, c'est pas les responsables associatifs qui sont responsables des problèmes, mais c'est bien structurel et c'est bien l'institution, donc la mairie d'Amiens. Donc ça c'était notre première rencontre. De là on a continué à travailler ensemble, à se former. Julien, on s'est aussi rencontrés régulièrement sur le pouvoir d'agir, la prise de parole des habitants, etc. etc.
Je vais faire un saut sur quelques années, sinon je vais raconter une biographie et ça va être long. Mais si vous remettez en contexte. Mélanie, on se connaissait mais professionnellement, comment on s'est connu avec Mélanie professionnellement. À un moment donné, il y a des camarades gilets jaunes et moi dès le début j'étais sur les premières mobilisations parce que je fais toutes les manifs à Amiens, sauf depuis 5 mois où je suis interdit de manif, donc je les faisais toutes. Peu importe le sujet, la cause était juste. Enfin, le sujet de gauche, hein, enfin de l'anticapitalisme, on s'entend. Mais la cause était juste. Voilà, vite au repéré. À un moment donné, les camarades gilets jaunes se sont dit on galère pour trouver un espace pour se réunir. Donc se réunir, on a proposé nos locaux au niveau de la boîte sans projet. C'est comme ça qu'on a commencé à converger la boîte sans projet, l'histoire un peu des quartiers populaires, faire rencontrer les gens à la boîte sans projet à travers plein d'événements. Il y a ce soir, je crois beaucoup que ces espaces comme ce soir permettent aux gens de se rencontrer, après de moins avoir de préjugés, et davantage lutter le samedi à d'autres espaces et d'autres moments. Les gilets jaunes sont tous les mardis soirs chez nous. On a accéléré les mobilisations avec les gilets jaunes et en parallèle avec des camarades qui sont dans la salle et aussi Mélanie et le droit au logement, et il y a pas mal aussi de camarades squatteurs qui sont dans la salle. En janvier 2019, collectivement on a ouvert un squat en disant gilets jaunes, quartier populaire, squatteurs, personnes en difficulté au niveau du logement, donc souvent les personnes exilées, demandeurs d'asile exilés, n'ont pas de situation d'hébergement d'urgence. On s'est tous liés pour ouvrir cet hébergement d'urgence, un squat à Amiens, avec une revendication commune, si on a le droit d'avoir un hébergement quand on est dans la rue, et quand on a un mode de vie différent en tant que squatteur, on a le droit de choisir notre mode de vie. Voilà, donc on a pris un bâtiment tous ensemble, qui a davantage été géré par les copains et les copines squatteurs, certains sont dans la salle, et c'est de là que ce squat a permis aussi des rencontres comme ce soir, de construire des mobilisations. Et ce squat était un point d'appui janvier-février sur ce qui se passait un peu sur Amiens. Et c'est là aussi les camarades gilets jaunes se sont dit, bien avant des organisations politiques, il faut qu'on aille aider ce squat, parce que ce qui se passe à Amiens, les personnes dans la rue, on ne peut pas laisser faire. Et là, les gilets jaunes, quand il s'est passé ce moment où vous êtes venus nous aider et aménager, animer ce squat, et du coup on est passé à la vitesse supérieure. Là, vraiment, on a convergé en permanence. Et là, je vais faire un dernier saut très rapide, parce que je vais être très long. Le 5 octobre, comme je faisais toutes les manifs, le 5 octobre, les camarades gilets jaunes font on va aller chercher de nouveau Macron. C'était l'acte 2, on va chercher Macron, après le 25 mai. Et à la fin de la manifestation, presque à la fin, sur le parcours du retour, je me suis fait arrêter par la police nationale, visé par la commandante Agathe Foucault, qui me voit souvent dans les manifs et qui régulièrement me dit Monsieur Ladan, vous avez coupé vos cheveux, Monsieur Ladan, vous avez coupé votre barbe, Monsieur Ladan, on fait un contrôle d'identité, on fait 2 contrôles d'identité, donc j'ai le droit régulièrement à des contrôles d'identité pendant les manifs. Quand la BAC me croise dans la rue, c'est aussi on s'arrête, Monsieur Ladan, on vous a reconnu, je vais voir un match de foot, il y a la BAC, Monsieur Ladan, on vous a reconnu. Enfin, c'est l'intimidation. Moi, j'ai pas été victime de violence policière, je suis victime d'abus de la police dans ses fonctions. L'histoire de Mélanie n'est pas la mienne, je me suis pas fait taper par la police. C'est une violence policière, mais pas physique. Elle est cynique, elle est pas palpable. Elle est mentale, elle est psychologique. Et au bout d'un moment, ils ont voulu m'arrêter, donc c'est l'occasion de m'arrêter à la fin de la manif, avec 3 chaînes d'inculpation. Et là, je vais aller très vite parce que je pense que tout le monde avait lu dans la presse. Le premier, c'est refus d'obtempérer. Déjà, c'est leur parole contre la mienne. Le chef de la police nationale, moi, je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu le fait qu'elle ait fait une sommation. Pour vous. Et donc c'est sa parole contre la mienne, ça c'est le premier chef d'inculpation. Le deuxième c'est cutter, port d'armes, parce que je fais de l'information, je fais de l'animation, j'ai toujours un cutter ou un couteau, et pas de bol ce jour-là j'avais un cutter. Donc jackpot pour la police. En plus Monsieur Ladan, super, on l'a arrêté, on fouille son sac, il y a un cutter, donc je partais déjà en garde à vue, donc là c'était un élément supplémentaire. Et le troisième chef d'inculpation c'est refus de prélèvement d'ADN. Bon, c'est pas la première fois que j'ai eu des arrestations, donc c'est très idéologique le fait de ne pas prendre l'ADN. Parce qu'en plus, au niveau du mouvement social, mais comme les camarades des quartiers populaires, maintenant on nous fiche de par l'ADN et on ne veut pas être stigmatisé pédophile ou terroriste. Donc peu importe l'arrestation, dès qu'on est sur un mouvement social issu d'un quartier populaire, gilets jaunes, syndicalistes, on doit refuser l'ADN. Donc c'est le troisième chef d'inculpation qui m'est refusé. Voilà, Julien. Ah si, ça marche. Petite transition, j'aimerais bien rebondir avec toi, Sabrina, parce qu'au fond, on pourrait un peu occulter le fait que la jonction face aux violences policières et aux violences d'État n'est pas forcément si simple que ça. Au fond, elle suppose un travail militant, politique, et moi j'avais fait un entretien autour de ces questions avec Youssef Brakni du comité Adama,
sur comment, au fond, on construit une expérience politique en commun, en fait. Et que ça suppose du temps, et voilà, justement, de passer des samedis, des soirées, etc., ensemble, parce que on a des gens issus des quartiers, d'autres qui n'en sont pas forcément issus, qui vivent des expériences différentes, et que ça ne va pas de soi. Et du coup, moi, j'aimerais bien avoir un peu ton sentiment, notamment toi, Sabrina, depuis Clichy-sous-Bois, un peu la question qu'on peut se poser, et qui a parfois un peu à bas bruit circulé dans le militantisme des quartiers. C'était un peu, vous êtes sympa là, les gilets jaunes, à vous réveiller sur les violences policières, mais vous étiez où en 2005? Alors on le dit pas trop comme ça, parce qu'en fait c'est quand même pas très cool, et puis c'est pas forcément la meilleure façon de construire des alliances, des jonctions, et globalement les militants des quartiers, me semble-t-il, mais on va y venir, sont contents en réalité que le spectre s'élargisse, et que ceux qui se mobilisent autour de cet enjeu de la lutte contre les violences policières soient plus nombreux. Néanmoins, moi j'aimerais bien un peu qu'on discute de comment vous, à Passons-nous ou à Clichy-sous-Bois, vous avez réagi quand vous avez vu que montaient justement ces préoccupations autour de la répression d'État et de la répression notamment du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'était quelque chose de type enfin ils ouvrent les yeux? Voilà, le truc que je raconte sur Beaumont-sur-Oise, c'est que c'est pas un hasard si ce gilet jaune dit pardon. C'est qu'à un moment, ça va pas de soi, quoi. Et qu'il y a un travail à faire probablement des deux côtés pour que cette jonction soit possible. Et travail aussi pour lever potentiellement un certain nombre de malentendus, de non-dits, etc. Bref, comment vous avez vécu ça, cette prise de conscience soudaine? Je parle des gilets jaunes, mais on peut parler beaucoup plus largement en fait. Dans la société française, on n'a jamais autant parlé, dans les médias, y compris les médias de masse, de la question des violences policières, et on peut s'en réjouir. Mais voilà, dans les quartiers, on peut se dire, enfin on en parle, de choses dont on essaye de parler, nous, depuis des années et des décennies. Enfin, on en parle quand c'est Cédric Chouviat, quand des Noirs et des Arabes se font tuer depuis des décennies sous les coups de la police, sans que ça n'émeuve personne. On a déjà beaucoup dit. J'interviens, j'ai une position ici, là. Mais vas-y. Du coup, alors je vais te parler un peu par rapport à Clichy-sous-Bois et du coup à C'est le Feu, et par rapport à Passons-nous. Alors clairement la question elle s'est posée et elle se pose un peu comme tu le dis avec le fameux mais nous ça fait 30 ans voire 40 ans qu'on subit dans les quartiers et enfin il y a des gens qui se réveillent. C'est un peu le discours qu'on a eu aussi quand il y a eu la question de Nuit debout où les gens se réveillaient sur les questions de démocratie et du coup disaient les quartiers il faut venir, et là on disait oui mais nous on est mobilisés depuis 40 ans en fait, vous étiez où à ce moment-là? Et du coup, sur la question des gilets jaunes, il y a eu un peu cette même réflexion. Et alors moi, j'ai un statut un peu particulier parce que ça n'a pas été dit dans la présentation, mais je suis aussi gilet jaune. Et je vous garantis que j'ai aucun souci sur ça. Après, au sein de Passons-nous, tout le monde n'est pas gilet jaune. Donc c'est un débat qu'on a eu aussi entre nous parce que on se veut être un syndicat des quartiers et qu'au sein d'un syndicat il y a besoin de débat et que tout le monde n'est pas toujours d'accord et que du coup la question s'est posée et la question se pose toujours d'ailleurs sur les convergences et sur justement comment converger. Et alors je suis pas la seule avec Gilets jaunes au sein de Passons-nous, heureusement. On est quand même plusieurs. Après, la vraie question c'est que voilà, dans les quartiers, il y a quand même des choses qui se sont passées depuis des années et des années. Comme tu l'as dit, moi je peux parler de Ziad Ebouna, parce que du coup c'était sur Clichy. J'étais pas à Clichy, hein. Moi j'habite pas à Clichy, j'y ai travaillé, j'ai travaillé au sein de la C'est le Feu, maintenant je ne travaille plus, j'y milite. Mais dans ce cadre-là, en fait, j'ai pu assister au procès de Ziad Ebouna qui a eu lieu du coup à Rennes, si je ne me trompe pas, et qui a été pour moi un moment assez abominable en fait, par la violence des propos même du juge, parce que voilà, c'est la question que tout le monde se posait à l'époque et que des gens continuent à se poser, c'est ouais mais la police est venue, pourquoi ils ont couru? S'ils n'avaient pas couru, finalement, ils ne seraient pas morts. Et en fait, c'est vrai qu'avec cette question des gilets jaunes, il y a quand même beaucoup de gens qui réalisent que... Et moi, ça me frappe, en fait, hein, parce que moi, du coup, quand je vois la police, je ne cours pas. Pour moi, c'est un principe de base. Je vois la police, je me batte contre un mur, mais je ne cours pas. Déjà parce que je ne cours pas vite. Et qu'à la limite, je préfère voir mon ennemi en face.
Et ensuite parce qu'en fait je sais très bien ce que ça veut dire quand on court c'est qu'on fuit. Et en fait moi ce qui me frappe sur les manifs de Gilets jaunes c'est justement en fait cette espèce de peur qui est prise dès qu'on voit la police et que tout le monde se met à crier. On va se faire masser, il faut courir dans tous les sens. Et enfin moi du coup à chaque fois je pense à Ziad et Bouna en fait dans ces cas-là. Et je repense à mais pourquoi ils ont couru, c'était juste un contrôle de police. Et ben non, c'était pas juste un contrôle de police, c'était un contrôle de police qui a fini avec 2 morts. Enfin 2 jeunes qui ont été morts et un dont on parle jamais, Mueddin, qui est juste traumatisé à vie et complètement mutilé. Donc je sais pas si je vais continuer beaucoup plus, mais voilà, enfin dans les quartiers la question elle se pose depuis très longtemps. Il y a de nombreux morts, comme tu dis, là on s'est tous émus sur Cédric. C'est dramatique ce qui lui est arrivé. Malheureusement, c'est quelque chose qui est tellement courant dans les quartiers. Et je veux juste rajouter qu'il y a toutes les affaires qui sont médiatisées et il y a toutes les affaires du quotidien qui malheureusement, enfin dont personne ne parle parce qu'elles ne sont pas filmées, dont personne ne parle parce que, heureusement pour eux, ils ne sont pas morts, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été humiliés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été frappés, ça ne veut pas dire que ça n'a pas des conséquences sur du très long terme. Quand tu dis que tu as été traumatisé, que tu as peur, moi j'en connais un tas de jeunes, et notamment quand j'étais à C'est-le-Feu, des jeunes qui venaient pour me dire, voilà, là, hier, on s'est encore fait attraper pour la 5e fois. Il m'a attrapé, ils m'ont foutu dans les caves, ils m'ont tabassé, ils m'ont défoncé, ils m'ont pris tout mon argent. Et du coup, là, c'est bon, j'en ai marre, je sais pas quoi faire. Et je fais, mais ça c'est arrivé, c'est la 5e fois. Il fait ouais, enfin la 5e fois depuis le début de l'année. Il devait être au mois de mars, avril. Voilà. Et ça, c'est du quotidien en fait chez un tas de personnes, et ça fait partie des violences policières, mais c'est des violences qui sont tellement banales dans les quartiers que du coup on n'en parle même plus et ça fait même pas une affaire. Voilà. Et un point que tu n'as pas ajouté, c'est qu'on essaie toujours de pénaliser les familles de ces jeunes. Enfin, l'affaire de Théo à Aulnay-sous-Bois, tout de suite on a trouvé plein de soi-disant de trafic, de vol, de détournement d'argent et ainsi de suite. La famille d'Adama Traoré, pareil. Voilà, et ça c'est des situations absolument permanentes. C'est que non seulement il y a des violences qui aboutissent à la mort ou à des traumatismes pour très très longue durée, mais en même temps on arrive à montrer que finalement c'est eux qui sont responsables. La preuve, c'est qu'on a trouvé la preuve qui trafiquait, qui détournait de l'argent public et ainsi de suite. Voilà, je trouve que c'est vraiment cette manière dont finalement on ferme la boucle, alors aussi bien au niveau des violences policières qu'au niveau des violences politiques, parce que là on était il y a encore la semaine dernière en Conseil national à Angers, et on a un copain, Jamel, qui se présente tête de liste citoyenne ou municipale. Et il y a eu un article dans la presse locale, le Courrier de l'Ouest, pour ne pas le nommer, le 18 janvier, qui est un article absolument ignoble, qui ne fait que partir d'insinuations, uniquement des insinuations. Rien n'est prouvé, rien n'est dit, et ça va jusqu'à... alors les témoins témoignent tous sous couvert de l'anonymat parce que c'est quelqu'un qui ferait peur, qui serait ceci, qui serait cela. Ils vont voir la police, est-ce qu'il est fiché S, et ainsi de suite. Toute la chaîne est développée comme ça, du début jusqu'à la fin. Et c'est pratique. Et ils sous-entendent que c'est un islamiste, il faut bien le dire. Ah oui. Alors la police dit non, pas encore, mais tout est dit au conditionnel. Donc en plus, vous ne pouvez même pas attaquer sur le fait que on fait de l'insinuation permanente, et c'est des choses qu'ont vécu les copains de Roubaix, pas loin d'ici. Julien a pas mal travaillé avec eux, mais c'est des situations qu'on retrouve dans plein de lieux dès que les habitants des quartiers populaires veulent avoir une parole politique. C'est-à-dire que tant qu'on va les inviter, notamment, alors, toutes les deux on vient de Seine-Saint-Denis, donc on est dans des quartiers où
les personnes issues de l'immigration postcoloniale sont quand même particulièrement nombreuses, tant qu'on leur demande de venir faire des gâteaux à l'école, là ils sont accueillis les bras en l'air. La pédagogie couscous, ça marche super bien, mais dès qu'ils veulent avoir une parole politique, à ce moment-là, c'est la répression qui démarre, c'est la disqualification, c'est la stigmatisation, la diabolisation, ce sont des terroristes. Et voilà, je trouve que toute cette dimension-là est particulièrement importante, parce que quand on parle de racisme d'État, quand on parle de violence policière, pour moi c'est des violences d'État, c'est bien au-delà. La police, elle ne fait que répondre à des ordres qui lui sont donnés au plus haut niveau. Et je pense que là-dessus, il ne faut pas qu'on minimise vraiment cette dimension de la violence politique, qui est une vraie violence. C'est-à-dire que l'interdiction d'une parole politique venant des quartiers populaires, c'est vraiment un des points sur lesquels, au niveau de Passons-nous, on se bat depuis qu'on est créé, pas très très longtemps, hein, mais ça n'empêche que c'est quand même un de nos axes principaux. C'est effectivement, c'est sans doute les personnes elles-mêmes qui vivent les situations qui sont le plus à même de dire quels seraient les besoins pour la justice, pour l'égalité, pour un grand débat pour l'instant qui est en train de se lever. C'est la question du séparatisme, puisque M. Macron veut faire un grand plan avant les municipales sur le séparatisme et l'islamisme en radicalisation. Heureusement, il y a quelques personnes qui sont spécialistes de ces questions-là qui disent que le vrai séparatisme, c'est le séparatisme de l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a des territoires aujourd'hui en France qui ne sont plus en République, au sens que l'égalité ne va pas garantie au quotidien. Et ça, je pense que là-dessus, il faut vraiment la convergence de lutte. Les convergences de lutte, il n'y en a pas qu'une seule, hein, il y a sûrement plein de manières de faire, mais les convergences de lutte entre les quartiers populaires, entre les gilets jaunes, entre les plein d'autres formes de combat qui existent aujourd'hui, les comités vérité et justice, mais il y a d'autres formes de combat. Il faut vraiment qu'on travaille dans ce sens, parce que pour l'instant, on reste encore trop séparés pour représenter une vraie force face à ces pouvoirs politiques qu'on a face à nous. qu'on réabordera dans un deuxième temps sur les questions un peu stratégiques en fait. Moi, une question que j'aurais envie de poser, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est est-ce que la convergence sur la question de la répression n'est pas vouée à être défensive en fait? Est-ce que le seul agenda qu'on peut avoir, c'est de mettre à mal la violence d'État, ou est-ce qu'il faut avoir des agendas et des espaces et des objectifs de convergence qui sont peut-être plus positifs autour, par exemple, de cette ambition d'égalité qui, me semble-t-il, et moi je suis assez d'accord avec toi Bénédicte, rassemble aussi bien les habitants des quartiers populaires que les gilets jaunes. La lutte contre l'injustice et pour l'égalité est fondamentalement un marqueur qui peut rassembler, à mon avis, très large. Et donc là, il y a des questions stratégiques et à s'interroger aussi sur l'engouement actuel, sur les questions de répression, etc. Est-ce que stratégiquement, c'est ça qui peut faire avancer le mouvement social et jusqu'où? Mais bon, c'est un débat stratégique qu'on aura peut-être dans un deuxième temps. Je voudrais en venir à toi, David. Peut-être, au fond, ta trajectoire, et ça a été rappelé tout à l'heure, tu as fait ce documentaire sur les révoltes des quartiers populaires en 2005, et aujourd'hui, tu travailles beaucoup sur les violences policières à l'encontre du mouvement des Gilets jaunes et du mouvement social en général. Et peut-être une question que j'avais envie de te poser, puis après tu pourras peut-être dérouler sur ton travail de documentation que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est cette question qui est souvent évoqué, du continuum des pratiques policières, des quartiers vers le mouvement social. Comment toi tu vois ça en tant qu'expert et spécialiste des violences policières? Dans quelle mesure cette idée selon laquelle les pratiques policières ont été expérimentées dans les quartiers avant d'être généralisées à d'autres des territoires et au mouvement social, que ce soit par les armes utilisées, par les techniques utilisées par la police, d'étranglement, d'étouffement, etc., que ce soit par les formes de maintien de l'ordre? Est-ce que ce continuum dans la pratique est une réalité? Comment toi tu vois ça? Bonsoir tout le monde. C'est une question épineuse. Il est évident que les quartiers populaires, depuis 30 ou 40 ans, sont des
des territoires d'entraînement, on va dire. Après, la question de savoir, est-ce que ce sont des territoires d'expérimentation, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des laboratoires, on parle de pratiques ou de violences policières, etc. Je trouve que ce serait un peu compliqué. C'est-à-dire que de penser qu'en 1971, quand la BAC est créée, notamment pour la Seine-Saint-Denis, qui est en fait le département pilote, je ne sais pas les termes, voilà. Est-ce que les gens se sont dit, à Place Beauvau, 40 ans plus tard, ça servira à réprimer dans les centres-villes? Moi, j'en suis pas sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans les pratiques, dans les armements, il y a des passerelles. Voilà. Donc, pour prendre un exemple très simple, le flashball, au départ, quand il est inventé, il n'est absolument pas inventé pour faire du maintien de l'ordre, il est inventé pour les forceler. C'est-à-dire, il est inventé pour que les policiers puissent agir, par exemple, quelqu'un qui prendrait en otage une maternelle. Et au bout d'un moment donné, il s'endort, on lui tire dessus. On le neutralise et sans le tuer. Le flashball, au départ, c'est le RAID qui l'utilise, c'est le GIGN, c'est des trucs d'élite. Et en fait, effectivement, le flashball va être donné ensuite à la BAC, dans les quartiers, et cette arme va être généralisée dans le maintien de l'ordre, notamment à partir de 2007, après Villiers-le-Bel, où il y avait eu des émeutes, où les policiers avaient essuyé des tirs à balles réelles, ce qui était une première. Et là, à ce moment-là, c'est Guéant, donc le ministre de l'Intérieur de Sarkozy, qui décide d'équiper ce qu'on appelle les corps constitués, c'est-à-dire les deux gendarmes mobiles et les CRS, dont on sait par ailleurs que bien qu'ils soient particulièrement formés, entraînés et équipés, ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait à Mulani. C'est-à-dire que c'est pas non plus un blanc-sang d'être CRS, c'est pas forcément... Voilà. Enfin, a priori, ils n'ont même pas l'excuse de la BAC qui n'est pas formée pour le maintien de l'ordre. La BAC, elle est formée pour ce qu'ils appellent les violences urbaines ou les émeutes. C'est-à-dire qu'avec ces termes-là, évidemment, il y a l'idée derrière, c'est dépolitiser totalement ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'à Clichy-sous-Bois, quand le quartier se réveille, se révolte, c'est un acte politique. Ça n'est pas un acte uniquement délictueux, c'est un acte politique. Et d'ailleurs, les renseignements généraux, eux, dans leur rapport, parleront de révolte populaire des quartiers. Ça vaudra à son chef, au directeur des renseignements généraux, d'être viré par Sarkozy. Parce que lui, il avait dit non, c'est politique. Révolte populaire des quartiers. La BAC, elle est formée donc pour ce qu'ils appellent les violences, les émeutes urbaines ou les émeutes urbaines. Et là où il y a le continuum, c'est que à partir de 2006, un tout petit peu avant, 2006 c'est le CPE, 2006 c'est le moment où les policiers de la BAC vont être appelés en renfort à petite dose, on pourrait dire, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est le début où la police va leur demander, où le commandement va leur demander d'agir sur les cortèges, les manifestations, en fait, d'une certaine manière, pour protéger les étudiants. Il y avait une idée derrière, qui était de dire, les IVA de banlieue, parce que c'était ça, le discours, qui viennent dépouiller les étudiants sur les invalides, etc., il faut les arrêter avant que ça se passe, etc. Donc, c'est pour ça que c'était passé un peu comme une lettre à la poste, parce que il y avait ce relent tacite, non dit, raciste, qui faisait que bon. Et donc, la BAC faisait ce qu'elle appelle du saut dessus, c'est-à-dire de l'interpellation. C'est-à-dire, c'était l'idée d'aller au cœur des cortèges, exfiltrer, j'emploie les termes maison, ça ne veut pas dire que je les accepte, mais voilà, exfiltrer des cortèges, les fauteurs de troubles, et les confier à la justice. Et le continuum, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait dire, avec les Gilets jaunes, que ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ça, c'est presque devenu, finalement, l'alpha et l'oméga du maintien de l'ordre. C'est-à-dire la confrontation, le saut dessus, les tirs de LBD. Donc, il suffit de regarder les tirs de LBD, puisque, je vous le rappelle, le ministère de l'Intérieur est capable de donner au projectile près le nombre
de grenades lacrymogènes tirées, de GLI-F4, de LBD 40, etc., il est incapable de nous dire qui ça blesse, combien ça blesse, c'est pour ça qu'on a fait ce travail, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, cette utilisation absolument massive, en fait, elle se retrouve dans les chiffres, hein, puisque très peu de tirs de LBD par les gendarmes mobiles, un petit peu plus par les CRS, et astronomiquement par les policiers type BAC et autres. On passe CDI, CI, etc. C'est-à-dire des policiers qui ne sont pas formés, on va dire, pour le maintien de l'ordre. Donc il y a effectivement des cousinages, je vais très vite, hein, parce qu'on pourrait passer, voilà, mais il y a des cousinages, il y a des passerelles. Alors, au sein de la police, il y a des gens qui adorent travailler ensemble, BAC et certaines compagnies de CRS, d'autres pas du tout. Il faut savoir qu'il y a des dissensions, il y a des compagnies de CRS qui refusent de travailler avec des BAC. Elles les appellent les cow-boys, les autres les appellent les casques à pointe. Bonne ambiance. Voilà. Donc, alors, oui, très important, 2 jours avant Clichy-sous-Bois, il y a la déclaration dont tout le monde se souvient, à Argenteuil, de Sarkozy, etc. Je vais vous en débarrasser de la raquette. En fait, non, le Karcher, c'est à la Courneuve, c'est un autre jour. Mais là, je vais vous en débarrasser de la raquette. Et en fait, ce jour-là, c'est le 25 octobre 2005, 2 jours avant, donc les Éléguna. En fait, Sarkozy, c'est pas pour l'accabler, le pauvre homme, il a déjà beaucoup de problèmes avec la justice, mais en fait, il annonce quelque chose d'extrêmement important qui est à la fois, aujourd'hui, on peut relire son discours avec une certaine ironie. En gros, en 2005, 25 octobre 2005, il explique au commissariat d'Argenteuil, sur la dalle d'Argenteuil, il explique que les CRS et les gendarmes mobiles, on n'en a plus tellement besoin dans les manifestations à la papa parce que les syndicats s'occupent très bien de ça, qu'aujourd'hui, une grève, plus personne n'y prête attention, etc. C'était ça, hein, relisez son discours, c'est incroyable. Et à ce moment-là, en 2005, c'est là le continuum, en fait, il dit, les CRS et les gendarmes mobiles, on va les redéployer dans les quartiers. Et il se trouve que ce qui va se passer 2 jours plus tard à Clichy, et puis surtout pratiquement dans toute la France, va accélérer ce plan, je crois que je ne sais plus comment il s'appelait, mais voilà, de dire que les CRS et les gendarmes mobiles qui avant s'occupaient du maintien de l'ordre social, festif c'est la fête de la musique, donc on a une pensée pour style, et sportif, c'est-à-dire tout ce qui est hooligan, etc., et bien en 2005, l'État dit non, ces gens-là, en fait, on va les mettre maintenant, CRS, gendarmes mobiles, on va les mettre dans les quartiers. Et là, on a un continuum quartier, CRS, gendarmes mobiles, BAC, et puis ça, c'est ce qui a été décrit. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de doute. On va revenir dans un instant sur comment on répond. Mais je voulais avoir un peu ton point de vue, Carole, et parce qu'on parle gilets jaunes, on parle quartier populaire, mais aujourd'hui, la violence policière s'exerce contre tous les pans du mouvement social. Je pense qu'il y a une radicalisation de l'État et du maintien de l'ordre, au moins depuis la loi travail en 2016, mais je crois que le mouvement social actuel contre les retraites et également les mobilisations à l'université aujourd'hui contre la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche sont également victimes de ces pratiques violentes de maintien de l'ordre. Vous, comment, dans votre syndicat, vous appréhendez au fond toutes les questions dont on parle ce soir? Donc, bonsoir. Pour présenter un tout petit peu, parce que l'Union syndicale solidaire, on est assez jeune, on est né en 1998 et on est le résultat de la réunion des syndicats, notamment des syndicats sud qui sont créés dans les années 80, après le mouvement social du 95. Et du coup, sur la question de cette appréhension nouvelle des violences policières et aussi de la répression judiciaire, en fait, ce qu'on peut se dire et ce qui s'est dit, effectivement, c'est que pour nous, c'est 2016, en fait, le mouvement sur la loi travail, où vraiment il y a le début, effectivement, d'une constitution d'une expérience commune et une visibilisation massive de cette question de la répression et des violences policières contre les manifestantes et les manifestants, y compris à Amiens, où on peut dire que c'était jusqu'à présent assez tranquillou, les manifs. Et donc en 2016, il y a une répression et des violences policières, une répression judiciaire aussi qui s'est exercée de façon
assez importante. Donc on s'est mobilisé depuis au moins cette époque là-dessus, en participant activement à des comités de soutien interlutte, de mobilisation, contre la répression, notamment judiciaire, pour aider les camarades qui étaient inculpés. Enfin, ce qu'on peut dire sur Amiens, c'est qu'on a un tribunal qui est extrêmement répressif, parce que on se souvient de la répression syndicale à l'encontre des Continentales. On a eu aussi la répression à l'encontre des 9 de la Confédération paysanne, suite aux actions menées contre la ferme des 1000 vaches. On a eu bien évidemment la répression contre les goudières. Et en 2016, on a eu aussi des frais et des condamnations à des amendes, mais faramineuses, de la part de la mairie d'Amiens, contre des 5 militants tirés au hasard en mai, si vous vous souvenez, en mai 2016, lors d'une manifestation contre la loi travail, où il y avait eu un feu de pneus en centre-ville qui avait occasionné quelques dégâts, et qui avait permis notamment à l'hôtel Le Carlton de refaire sa façade à l'œil, sur le dos de ces militants. Donc voilà, effectivement, cette période-là, en tout cas, c'est une période assez charnière, avec sur Paris des interdictions de manifester, ou alors, je ne sais pas si, pour ceux qui se souviennent aussi, il y a eu je ne sais plus à quelle date, mais un cantonnement de la manifestation à Paris autour du bassin de l'Arsenal, et on était condamnés à faire le tour du bassin. Enfin, c'était vraiment, il y avait des contrôles à l'entrée, etc. Donc ça, c'est vraiment marquant dans cette constitution, effectivement, d'une expérience commune. Après, sur les questions de mes nombreuses fiches. Et voilà, alors niveau local, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on est investi de manière active encore aujourd'hui, il y a un collectif de défense des manifestantes et des manifestants qui est constitué, notamment suite à la forte répression. Alors là, donc il y a eu des violences policières, il y a eu une répression judiciaire, mais aussi pécuniaire, puisqu'on a eu plein d'amendes en pagaille suite à la manifestation du 25 mai. Alors on était 90 personnes à être condamnées à des amendes de 135 € pour manifestation dans le cadre d'un périmètre interdit. Voilà. Sur les actions aussi qu'on a pu mener, alors sur les questions de convergence, je ne sais pas si c'est maintenant sur les questions de convergence, sur la répression, on est intervenu notamment avec les camarades de la CGT au mois de décembre 2018, c'était je crois entre les fêtes, entre le Noël et le jour de l'an, puisqu'il y avait la préfecture qui avait prononcé des interdictions de manifester dans tout le centre-ville suite aux violences commises lors des dernières manifestations de décembre, y compris sur Amiens. Et là, on s'était constitué pour déposer un recours pour faire annuler ces interdictions de manifester. Et donc, on avait été rejeté, sous prétexte qu'on n'avait pas d'intérêt à agir, dans la mesure où ce n'était pas nous qui avions déclaré les manifestations. Merci Carole. Et merci notamment d'avoir abordé cette question de la répression judiciaire qui est effectivement, à mon avis, tout à fait centrale et qui s'inscrit aussi dans ce débat-là, c'est-à-dire toutes les amendes et compagnies, voilà, il faut quand même rappeler qu'il y a 1000 gilets jaunes qui ont été condamnés à de la prison ferme, voilà, et donc c'est tous ces éléments qui contribuent à augmenter très considérablement le coût financier, mais aussi humain, de l'engagement et de la lutte. Et donc c'est pour ça que le spectre probablement de ce dont on parle est encore plus large que ça avait. Moi j'ai parfois le sentiment que c'est un peu déprimant en fait de parler de répression, etc. Et je pense que dans cette salle on est quand même pas mal à partager le constat. Et donc moi ce que je vous propose c'est qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et donc comment on riposte et comment déjà des ripostes s'organisent. Et peut-être reprendre avec toi David sur comment la stratégie de visibilisation de ces violences policières, et notamment le travail que tu as fait avec Allo Place Beauvau, contribue à faire bouger les lignes, parce que en même temps je disais que c'était déprimant, et moi j'ai le sentiment qu'il y a des lignes qui bougent en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de violences policières, il y a peut-être une prise de conscience collective qui est en train d'opérer. Alors après une prise de conscience collective, ça ne veut pas nécessairement dire un changement des pratiques policières ou institutionnelles,
Donc voilà, comment toi, le travail que tu opères depuis maintenant plusieurs mois peut contribuer à faire bouger les lignes? Alors d'abord, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là, plus ou moins dans l'ombre, plus ou moins ouvertement. Le comité Adama, par exemple, depuis des années, porte cette question-là de manière flamboyante, si je puis dire. D'autres, plus discrètement, il y a des gens qui font un travail de documentation sur l'armement, par exemple, je pense aux gens de Désarmons-les. Voilà, il y a quand même une quantité de gens qui font des choses, il y a eu beaucoup de pages Facebook. Alors voilà, il se trouve que Allo Place Beauvau, ça a à un moment donné cristallisé peut-être un peu plus que d'autres. Bon voilà. Alors d'une certaine manière, bon alors d'une part c'était pas, enfin c'était un peu comme Monsieur Jourdain quoi. J'ai lancé l'alerte sans me rendre compte vraiment quoi. Au départ, enfin je savais très bien ce que je faisais, mais je n'avais aucune idée de où ça allait nous mener. D'une certaine manière. Il y a quelque chose par rapport aux Gilets jaunes qui a permis ce travail, qui a facilité ce travail, qui répond peut-être à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que les Gilets jaunes, il y a unité de temps, de lieu et d'action. Et en plus, ils portent des gilets. Donc, c'est comme le temps salut, ça se voit dessus, quoi. Et donc, d'une certaine manière, c'était tout sauf facile, c'est tout sauf facile, mais il y a une forme d'authentification qui est facilitée par cette idée-là. C'est le samedi, il y a des gilets, il y a des manifestations, etc. Et puis, à un moment donné, je commence à connaître les villes, quoi. Montpellier, Toulouse, la place de la Comédie pour Montpellier, Toulouse, le boulevard d'Arcole, Nantes, etc., etc., etc. Et surtout, avant toute chose, ces milliers de gens qui filment d'abord parce que c'est festif, une manifestation, on veut s'y souvenir, etc. Et puis, peu à peu, eh bien, le réflexe de filmer parce qu'il peut y avoir une opération de police, il peut y avoir, etc. C'est la grande différence avec ce qui peut arriver dans les quartiers populaires, où on n'a pas l'unité de temps, de lieu et d'action. Je veux dire que le drame peut survenir à n'importe quel moment, il n'y a pas forcément des vidéos, et ça c'est une différence absolument fondamentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut documenter ou on ne peut pas documenter, quand je dis on, c'est-à-dire des gens extérieurs au quartier, c'est-à-dire que ça sorte du quartier, que ça sorte de la rumeur du quartier. À ce moment-là, s'il n'y a pas de documentation d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire photo, c'est-à-dire vidéo, c'est-à-dire témoignage, c'est-à-dire copie de plainte, c'est-à-dire certificats médicaux, c'est-à-dire radio, etc., c'est très difficile pour ceux qui ne sont pas dans le quartier, médias ou pas, d'en parler. Il n'y a pas d'avocat, etc. Et d'ailleurs, quand il y a des images, les choses sortent quand même. Pas autant, mais elles sortent un petit peu. Donc on voit la différence. Et le cas, d'une certaine manière emblématique et plus que dramatique, c'est le cas de Cédric Chouviat. C'est-à-dire que, et là il y a un glissement, c'est-à-dire que voilà, on est en plein Paris, pas loin de la Tour Eiffel, il y a un contrôle de police, et il y a au moins 3 personnes qui filment. Il y a 5 ans, est-ce que ces 3 personnes auraient filmé? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il y a cette idée aujourd'hui que quand il y a police, quand il y a opération de police, il y a... Comment? Il y a... non, il faut être honnête, il n'y a pas bavure à chaque fois, mais il y a ce risque. Il y a ce risque, il y a cette possibilité. Et qu'il faut la filmer. Et très clairement, sur Cédric Chouviat, donc ce livreur qui a été écrasé, fracture du larynx, et qui meurt, pendant 48 heures, la communication, c'est exactement ce qui arrive dans les quartiers. C'est-à-dire une communication de journalisme de préfecture, c'est-à-dire une communication extrêmement hasardeuse, au sens où on... Voilà, c'est la faute à votre chance, hein, voilà, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Conférence de presse des avocats et de la famille, d'une dignité incroyable. Et dans cette conférence de presse, révélation de ces vidéos. Et là, tout change. Au point que Christophe Castaner lui-même est obligé de recevoir la famille Place Beauvau, et on peut le dire, puisque la famille l'a raconté, parle d'émotion nationale. Et l'émotion nationale, elle est créée par les vidéos. Elle est créée par les vidéos.
C'est-à-dire que tout d'un coup, la France entière a découvert ce que c'était qu'un plaquage ventral. Parce que c'était filmé. Image absolument terrible de quelqu'un qui meurt quasiment sous nos yeux. Quasiment au pied de la tour Eiffel. Donc voilà. Alors, évidemment, c'est absolument dramatique, plus que déprimant, tu parlais de ça, mais moi je trouve, alors c'est peut-être mon côté ancien journaliste, parce que, de toute façon, qui me rend optimiste, c'est l'idée de dire que, voilà, aujourd'hui il y a documentation, tout à l'heure dans le magnifique quiz, des chiffres ont été sortis, ces chiffres en fait, ils viennent, ça aurait pu être cité par le gentil animateur de Bastamag, qui depuis des années fait un travail extraordinaire sur le nombre de gens tués lors d'opérations de police. Voilà, il y a un travail de documentation qui s'opère peu à peu, de manière intuitive, improvisée. Cédric Chouviat, les 3 personnes qui filment, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs, mais ils filment. Et l'avocat Ariel Halimi a la présence d'esprit de lancer un appel, il n'a aucune vidéo à ce moment-là. Et il les reçoit. Et il les reçoit. Voilà. Et ça, cette idée-là, donc, par rapport à ta question, comment faire, de mon tout petit point de vue, documenter. Documenter. Je me permets d'ailleurs de mentionner qu'un des introducteurs en France de ce qu'on appelle le cop-watching n'est autre que Lajli, dont vous avez entendu parler avec son film Les Misérables, qui a été présenté aux Oscars, voilà, qui avait créé un des premiers sites français de cop-watching et qui documentait justement les violences policières dans les quartiers populaires, avec y compris des vidéos, des noms, etc. Et c'était vu à l'époque, au début des années 2010, attaqué par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, attaqué pour diffamation, et le site avait été fermé. Donc il y a quand même une histoire, alors peut-être que tu as des détails. Non, je précise, pour ceux qui n'ont pas vu Les Misérables, sans divulgacher, le film bascule très vite parce que on comprend que les policiers sont filmés. C'est-à-dire que, bien évidemment, que ça ne sort pas de nulle part. Quand Lajli fait ça, c'est qu'il a 15 ans d'expérience par rapport à ça, et il a l'intuition de l'artiste, là, puisque son film date il y a 2 ans, j'imagine, le tournage, etc. Il comprend la force de l'image. Et aujourd'hui, très clairement, ne vous y trompez pas, à la préfecture de police de Paris, comme Place Beauvau, il y a eu des annonces, il y a 3 semaines, pour embaucher des community managers pour Twitter, Facebook, pour répondre à ce qu'ils appellent à la bataille de l'image. C'est parti. C'est parti, on y est, quoi. Voilà. Mais la finalité de la chose là-dedans, c'est que malgré les vidéos, malgré que les flics étaient visage découvert, c'est quand même classé sans suite. Oui, là, il y a des places assises, hein, si vous voulez. La finalité de la chose, c'est que malgré les vidéos, que les visages des flics étaient parfaitement reconnaissables, c'est que l'affaire a été classée sans suite, puisque le plaquage ventral est autorisé, et c'est prévu dans le manuel. Non, sur Cédric Chouviat. Oui, mais il a été quand même plaqué ventralement sur le sol. Non, oui, enfin, c'est à l'instruction hein, pour Cédric Chouviat, hein, c'est pas classé, hein, c'est pas du tout classé. Ah non. Après, il y a presque un paradoxe, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que s'il n'y avait pas d'image, ça aurait pu être classé. Et là, il y a un problème, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Il n'y a pas d'image, ah bah c'est qu'il ne s'est rien passé. Alors que, bah non, enfin, c'est toujours à double tranchant ces histoires-là, hein, d'image pas d'image. Mais les policiers n'ont pas été suspendus. Les policiers n'ont pas été suspendus. Et ça, c'est ce que demandait notamment la famille de M. Chouviat. Demandait à ce que les policiers soient suspendus. Je voulais revenir sur ce que tu disais. Moi, je suis issue de quartier populaire, et si j'ai rejoint les Gilets jaunes, c'est à l'appel d'Assa Traoré, du collectif Adama Traoré. C'est pas écrit sur notre front hein, quand on est issu de quartier populaire. Du coup, vous le voyez pas, mais dans les manifs Gilets jaunes, on est beaucoup plus que ce que les gens pensent. C'est juste qu'on le crie pas haut et fort. Moi, je suis issu de quartier populaire. Juste, on est Gilets jaunes, comme tout le monde. Voilà, c'est tout. Allez-y, si vous voulez réagir les uns aux autres. Moi, je ne vais pas faire Monsieur Loyal toute la soirée. Mais bon, alors du coup, on va aussi ouvrir, après, il y a le deuxième temps de la soirée. Moi, c'est vraiment, je pense que ça vaut le coup qu'on discute de comment on fait, quoi. Comment on fait, comment vous faites à Amiens, et voilà, comment on riposte et comment on fait face, comment on s'organise collectivement, et comment on s'organise collectivement pour que les différentes
victimes au fond de la violence d'État puissent se rassembler dans des espaces communs. Et vas-y, s'il y a aussi des réactions de la salle. Oui, merci. Enfin, s'agissant des quartiers populaires, je crois quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre du repentir peut-être de la société et qu'il faudrait de la réconciliation. Avant de parler de qu'est-ce qu'il faut faire, je crois que dans le constat, il faudrait quand même dire qu'on a traité les quartiers populaires qui sont aussi principalement, ou là en tous les cas, où vivent également les personnes issues de la colonisation, et on a traité les quartiers populaires comme des quartiers de seconde zone, différemment, parce qu'on a traité en fait les enfants comme les pères, on les a maltraités. Si on commence à s'émouvoir, et c'est très bien, de la question de la violence policière, parce qu'on l'a vu à travers les Gilets jaunes, c'est parce que ce sont principalement, en tous les cas, des blancs, et qu'il y a une identification plus importante. Parce qu'en 2005, les images, on les avait, on a déclaré l'état d'urgence, la provocation que ça représentait. En 1955, la dernière fois qu'on a déclaré l'état d'urgence en France, c'était pendant la guerre d'Algérie, contre les pères de ces gamins qui se révoltaient. Donc les images, on les avait. On voyait ces images de guérilla dans les quartiers, le couvre-feu, la police qui chargeait sur les gamins. On ne s'est pas ému. On ne s'est pas ému parce que c'était l'immigration. C'est pas nous, c'est loin. Donc les images, on les a. Donc je crois que ce bilan-là, qui correspond également à l'histoire de la guerre d'Algérie, l'histoire de la colonisation, et peut-être ce travail de mémoire et de pardon dont parlait Julien au départ, qu'on n'a pas fait, il faudrait le faire, ça fait partie du constat. Ça fait partie également de... Quand vous dites la BAC n'a pas été constituée, si vous dites c'était pas un camp d'entraînement, mais la BAC elle a été créée pour ce qu'on appelle les émeutes urbaines. Je m'oppose à ce terme. Parce que la marche des beurs, également, on a considéré que c'était politique, mais pas vraiment, c'était juste pour des droits. La BAC a été constituée vraiment pour les jeunes issus des quartiers populaires et des banlieues. Enfin, ensuite, ça a été transposé, c'est clair, à d'autres espaces sociaux et d'autres manifestations. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Bénédicte Maglin sur le parallèle qu'elle fait entre les violences policières et les violences politiques. Et historiquement, effectivement, les quartiers populaires, on les a empêchés d'avoir une expression politique. La marche des beurs, c'était une expression politique. Les émeutes de 2005, c'était une expression politique. Les gamins, en 1981, c'était une expression politique. On disait les rodéos des Minguettes, Vaux-en-Velin, les gamins qui volent des voitures de luxe. Mais non, c'était une expression politique. Et on a empêché cette expression politique. Aujourd'hui, on dit « Ah, les barbus, le communautarisme ». SOS Racisme, c'était de la récupération parce qu'on ne voulait pas d'expression politique des quartiers populaires. Donc je crois que ce constat-là, il faut le faire. Je suis désolée, je suis un peu en colère et émue en le disant, mais il faut le dire à un moment. Non, juste pour aller dans le même sens, c'est que au niveau de Passonneau, on participe à un programme avec des chercheurs sur l'expression comment les jeunes des quartiers populaires vivent leur quartier. Et on a eu tout un débat avec un petit groupe de jeunes issus des quartiers, alors majoritairement de Seine-Saint-Denis, une quinzaine de jeunes sur la question des Gilets jaunes, qui a ensuite parti sur la question de l'engagement. Il était caractéristique de voir qu'il y avait trois jeunes qui n'étaient pas trois jeunes français, qui étaient français mais issus de la France hexagonale, on va dire, je sais pas comment on peut s'appeler aujourd'hui, c'est très compliqué. Des blancs si vous voulez, mais bon voilà. C'est les trois seuls qui participaient au mouvement des Gilets jaunes. Et les autres le disaient très clairement. Ils étaient français aussi, ils étaient français simplement issus de parents qui avaient de nos anciennes colonies. Pardon. Et ils le disaient très clairement. Nous, on nous a toujours dit, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas content, vous repartez chez vous. Et ça, on ne mesure pas à quel point cette assignation à vos origines, d'une certaine manière, est complètement... même si ça leur est jamais arrivé, c'est dans la mémoire collective de tous ces habitants. Et ça,
c'est quand même une violence énorme par rapport à justement pouvoir avoir une expression politique. Et c'est sûr que la question de nos anciennes colonies, on n'a jamais terminé, on n'a jamais reconnu que la guerre d'Algérie, c'était une guerre de libération, d'indépendance. On l'a reconnu longtemps après, mais pendant très longtemps, on n'a parlé que des événements d'Algérie, comme si c'était là aussi des émeutes urbaines qui se déroulaient en Algérie, qui venaient de se dérouler. Voilà, et je pense que ça, effectivement, tant qu'il n'y aura pas des mots, il n'y aura pas une vraie reconnaissance. Je voulais juste préciser, pour pas qu'il y ait de méprise. Non, il n'y a pas d'image. Clichy-sous-Bois, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait un film là-dessus. Je parle des émeutes de 2005. Oui, je vous parle de ça, des émeutes de 2005. À la télévision. Oui, madame, il y a pas d'image. Il y a l'image de la télévision. Ce qui a changé, c'est ça que peut-être je me suis mal exprimé, ce qui a changé, c'est la perspective. Évidemment, vous avez des images de TF1. Mais moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle des images de l'autre angle, de l'autre perspective. Donc, non, on n'a pas d'image de Ziad Bouna. Non, c'est pas vrai. Et à Clichy-sous-Bois, 2005, je peux vous dire, mon film démarre avec les quelques images qu'on a trouvées, qui étaient proches de l'Algérie, etc. Et c'est après les émeutes. En 2005, le smartphone n'est pas inventé. Très peu de gens ont la caméra et... Non, mais oui, mais... C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais moi, attendez. Non, ce qui change là, c'est le fait que la perspective a changé. C'est simplement ça que je veux dire. Et donc, à partir du moment où la perspective change, la documentation est possible. Si vous n'avez que la vision policière, parce qu'en réalité, la télévision en 2005 travaillait à côté, derrière, sous protection de la police. Donc, qu'est-ce que les gens avaient, le spectateur avait comme image? Il avait les pavés, il n'avait pas les flashballs, il n'avait pas les coups de matraque. C'est là où ça change. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est simplement ça. Madame? Moi, je voulais dire deux mots pour compléter cette idée de clivage. J'ai fait partie du collectif Pinel en lutte. Alors, pour ceux qui sont d'ici, ils le connaissent. Hein, c'était des soignants de psychiatrie avec des patients, des familles qui s'étaient réunis pour faire grève à l'hôpital d'Amiens. Et justement, nous, on a essayé de se confronter à la police. Hein. On a fait beaucoup de choses interdites. On a occupé l'ARS pendant plusieurs jours et on s'est fait déloger par 50 CRS alors qu'on était 10 à l'intérieur. On a campé devant notre hôpital, on s'est enchaîné aux grilles de l'ARS, on est allé faire un sitting rue de la République en bloquant la rue de la République qui est devant la préfecture. Et les copains militants nous disaient mais vous êtes dingues, il ne faut pas aller devant la préfecture comme ça. Et jamais les flics ne nous ont touchés. On a essayé parce qu'on savait, on était bien conseillés, on avait beaucoup de copains militants qui nous conseillaient, dont Romain d'ailleurs, et on savait très bien que si jamais les flics nous touchaient, nous bousculaient, nous faisaient du mal, on ne touche pas une blouse blanche, quoi. Et du coup, ça faisait le tour du pays, il y avait plein d'hôpitaux psychiatriques C'était le cas, c'était en 2018, avant le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, on se disait, on rigolait entre nous en s'appelant les vaches sacrées. Parce qu'on savait très bien qu'on pouvait faire n'importe quoi et que jamais ils ne nous auraient délogés. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passerait. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on voit bien le clivage social. C'est-à-dire que si on nous avait fait du mal, il y avait plein d'hôpitaux psychiatriques en grève et on gagnait la grève. Je pense qu'après 6 mois de grève, quelque chose basculait parce que on filmait tout évidemment et des images de soignants qui se font taper, ça n'est pas entendable. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les quartiers, ce qu'on peut voir ailleurs. Voilà. Et on nous montre bien qu'il y a 2 catégories de population. Il y a ceux qu'on ne touche pas, hein, parce que justement ça va faire scandale, et il y a ceux qu'on peut tabasser, qu'on peut les gilets jaunes compris aujourd'hui, ce qui est révoltant. Hein. Alors malheureusement, et ils nous ont laissé crever, quoi. Ils nous ont laissé nous essouffler en se disant ils vont bien se fatiguer. Et on voit bien que les ordres venaient de là-haut, c'est-à-dire que l'État savait pertinemment et disait à sa police de ne pas nous faire de mal. Vous voyez, bon, après le mouvement des Gilets jaunes a commencé malheureusement 3 semaines juste après la fin de notre mouvement. Et donc j'insiste sur l'idée de convergence. Je ne sais pas comment ça se passerait aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui a basculé. Les pompiers se font tabasser, les street medics se font tabasser. C'est parti là. Il y a les journalistes, tout le monde. Voilà. Et on a l'impression qu'il n'y a plus de catégorie sacrée. Bon, malheureusement on ne pourra pas recommencer l'histoire et se remettre en grève aujourd'hui. Mais on n'a plus les forces. Mais en tout cas voilà, c'est une vraie question. Hein, c'est une vraie question.
cette histoire de clivage social qu'ils opèrent en nous. Donc oui, la convergence, bien sûr, nous rassembler et être tous ensemble pour aller leur montrer qu'on se serre les coudes et qu'il n'y a pas les bons et les mauvais. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, Marianne, 92, les CRS qui rentrent dans une cave où a lieu sur Amiens Nord. Ce qui a fait basculer là, c'est parce qu'il y avait un monsieur qui filmait. Et c'est ce qui a fait qu'on a accédé à des plateaux télé, qu'on a pu témoigner. Bon, il n'y a pas eu de condamnation, hein. Mais c'est vrai hein, ce que dit David, et j'en suis persuadée aussi. Le fait qu'il y ait l'œil du militant, ou l'œil du manifestant, ou l'œil des personnes qui maintenant se donnent ce rôle en manif, ça change tout. Et c'est ce truc-là en 92 qui nous a permis d'accéder à des plateaux télé et notamment à des collectifs sur le quartier, de pouvoir être médiatisés parce qu'avant ça on n'était pas médiatisés. Et sur Amiens Nord, on a eu cette porte grâce à cet enregistrement des CRS qui rentrent dans une cave, qui bastonnent les gamines qui sont en train de faire un anniversaire, qui les gazent, et les gamines qui sortent, des gamines de 10 à 15 ans quoi. Oui, j'avais juste une réflexion par rapport au quartier populaire ou violence par rapport aux Gilets jaunes. En fait, moi, je me suis intéressé aux violences policières en 2016 par le mouvement social. Et c'est vraiment les vidéos et tout ça que j'ai vu commencer à voir passer un petit peu partout, qui m'ont interpellé. Et en 2016, justement, pour voir de Amiens, c'était relativement calme, pour voir de mes propres yeux ce qui se passait réellement, parce que c'est pas forcément nier les quartiers populaires et tout ça, mais on ne vit pas la même réalité. Enfin, voilà, moi je suis soit vécu à la campagne, soit à la ville, mais j'ai jamais eu de problème avec la police. Enfin, donc on n'a pas le même rapport. Donc sans critiquer, on ne peut pas se mettre à la place tant qu'on n'est pas témoin. Moi, ça a changé radicalement en 2016. J'étais à la manif à Paris, c'était la manif sur le 14 juin où il y a eu l'hôpital Necker et tout ça. Et en fait, je voulais voir ce qui se passait en première loge. Donc on disait à la télé que ceux qui voulaient la bagarre avec la police, ils venaient masqués, casqués, enfin... Voilà, moi j'y étais sans être équipé, comme dans ma vie de tous les jours. Par contre, je voulais voir aux premières loges. Donc je suivais les policiers qui suivaient le cortège de tête. Et ça a duré pendant une demi-heure. Enfin, les gens qui me connaissent, maintenant, des fois je peux être un peu plus virulent, mais les gens qui me connaissent depuis tout le temps, je suis quand même quelqu'un qui est hyper calme, voilà, qui insultait absolument pas la police. Je crois que le seul mot que j'ai dit au-dessus de l'autre, c'est soyez fiers de vous en les pointant du doigt. J'ai même revu des vidéos pour voir à quel point j'étais calme, donc je les suivais. Et au bout d'une demi-heure, en fait, ils en ont eu marre que je les suive et que j'ai pas, enfin, pour moi, je considère comme ça, que j'ai pas eu peur d'eux. C'est-à-dire que je venais à 50 cm d'eux, puis quand ça chauffait un peu, je m'éloignais un peu, mais j'avais pas peur d'eux. Et j'ai retrouvé, par hasard, j'ai retrouvé aussi la vidéo où j'avais un policier qui est venu par derrière, me donner un grand coup de matraque. Enfin, j'ai eu 12 points de suture et tout ça, tombé au sol, et qui n'est pas un des policiers aussi. On peut se dire que c'est un individu qui débloque, ou il n'y a pas un policier qui m'a vu passer à côté. J'étais incapable de me mettre debout sur mes pieds, qui m'ait pris, et c'est les street medics qui ont pris soin de moi. Et voilà, et moi c'est vraiment à ce moment-là que je me posais des questions avant, mais de l'avoir vu de mes propres yeux, de voir ce qui s'est passé, ça a vraiment changé. Donc c'est pas forcément qu'un regard par rapport au quartier populaire, c'est qu'on a plein de réalités aussi différentes, et qu'il y a un moment, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça, c'est aussi, on a aussi enfin je sais que j'ai ma famille, et c'est ce qui s'est passé en 2016, c'est que ça a commencé à toucher les militants, mais dans des gens qui étaient beaucoup plus variés sociologiquement. Donc ça a commencé à interpeller beaucoup plus de gens. Et les Gilets jaunes, c'est ça, c'est qu'il y a une variété de gens qui ont été atteints par les violences policières, donc ça questionne beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'ils ne s'attaquaient pas aux soignants et tout ça, parce qu'ils savaient qu'il y a d'autres gens que ça touchait. Voilà. La question que Julien pose, c'est sur la convergence, peut-être aussi, moi je vais donner un peu quelques pistes ou propositions que l'on fait ou qu'on pourrait faire, peut-être aussi c'est bien que la salle participe aussi dans des idées de convergence ou interpelle les personnes sur comment faire ensemble. Je vais faire court parce que je connais quasiment tout le monde, donc c'est pas, l'idée c'est pas que Romain parle plus, genre qu'on se voit souvent, puis j'ai encore parlé demain midi. C'est prévu demain dans le programme. Je pense qu'il y a aussi idéologiquement une méthode ou une posture, c'est Zaza parlait de Pinel en lutte. Ouais, je connais rien à la psychiatrie, je connaissais pas la lutte. Je pense qu'à un moment donné, la convergence, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs, arriver timidement, discrètement, apprendre ce qui se passe sur le terrain de la lutte
et à un moment donné voir comment on peut converger et faire des choses ensemble. Si on arrive en arrivant en disant il va se passer ça, on va faire ça, moi je pense que ça marche pas. C'est la même chose avec les camarades dans les quartiers populaires où souvent j'ai travaillé très longtemps dans les quartiers populaires, j'ai un petit peu habité, plus travaillé qu'habité, c'est arrivé aussi, qu'est-ce qui se passe, je m'intéresse, je la relais en dehors du quartier populaire, en centre-ville, dans mes propres réseaux militants parce que je suis pas issu d'un quartier populaire. Je pense que déjà il y a l'information via le média, le téléphone, quand il y a des violences très graves, et ça c'est très réactif, il faut le diffuser tout de suite. Et après il y a aussi faire sortir ce qui se passe dans le quartier, dans nos propres réseaux militants. C'est quand Mélanie dit les Gilets jaunes sont allés tu y es allé à Paris, enfin c'était pas Paris, c'était à Beaumont, sur une marche organisée par le collectif Adama Traoré. Vous êtes allés, vous êtes intéressés, vous avez créé du contact. Il s'est passé quelque chose. C'est comme ça que j'ai connu Bénédicte, c'est comme ça que j'ai connu les camarades des Touvis. On n'est pas là pour politiser des gens dans les quartiers populaires. Ça, c'est aussi du mépris de classe et du mépris qu'on peut entendre aussi dans des structures militantes, dites celles du centre-ville, et j'en fais partie. On est très bien parce qu'il faut aller politiser les quartiers populaires. C'est ce que j'entendais des camarades de Nuit Debout, et j'étais aussi dans Nuit Debout. Il faut tout que les quartiers viennent avec nous. Je pense qu'il faut d'abord dans les quartiers y aller de manière très simple. On y vit, on y participe, sans une intention d'en faire des révolutionnaires, sachant qu'on a aussi, nous, on a besoin d'apprendre de ce qui s'est passé en 2005. Moi, en 2005, je travaillais à Garges-les-Gonesse. Donc, j'ai bien suivi ce qui est passé à Garges-les-Gonesse. Effectivement, le média, j'étais à côté, à Garges, il n'y a rien qui est sorti. Pourtant, j'étais à Garges-les-Gonesse. Enfin, il y a très peu d'éléments qui est sorti. Donc, notre boulot, c'est de faire sortir l'information. Après, nous, la boîte sans projet, on a un lieu où est-ce qu'on peut accueillir des collectifs militants. Et déjà, voir un lieu où les gens se réunissent. Quand on est des militants, on galère au niveau des locaux, au niveau d'une municipalité. C'est pouvoir mettre à disposition des espaces. Le mouvement syndical est là, je sais que Sud le fait souvent, Sud Solidaire, c'est mettre à disposition ses locaux. La CGT pourrait le faire, il y avait des bourses du travail, on en parlait dans la voiture, une bourse de travail il y a quelques jours, il y avait 300-400 personnes. C'est nos espaces qu'il faut ouvrir en collectif quand on a les moyens d'avoir des locaux pour les mettre à disposition. Et aussi dans notre propre lutte, c'est pas se tromper d'adversaire, c'est pas forcément toujours entre nous, c'est celui qui va faire le mieux dans nos pratiques, ça c'est ignorable, même si après on a le droit de pas être d'accord sur la stratégie, mais le vrai problème c'est le capitalisme, c'est les violences policières, c'est les violences d'État, c'est les violences institutionnelles. Moi j'ai beaucoup apprécié Aboubacar Gaye, quand je suis allé écouter ce qu'il a raconté, et vous étiez quasiment tous présents, Bénédicte, Julien et David, qui dit à un moment donné la police elle est responsable, bien évidemment, mais c'est une violence institutionnelle, donc c'est aussi interpellant de nos élus. Je trouve qu'à Amiens nous avons des députés En Marche, pour pas la nommer, je le fais, je me suis déprendé avec elle en 2018 où je me suis fait arrêter, c'est Barbara Pompili, c'est quand même eux les marcheurs qui font les lois, derrière la police elle exécute. Je trouve qu'on est un peu trop sympathique avec nos élus, on n'est pas sympathique avec la police et c'est normal par rapport à ce qui se passe. Les élus locaux au département, dans les mairies, Brigitte Fourré, je sais qu'il y a les camarades Damien Sellotien qui se battent contre Brigitte Fourré pour la prochaine élection municipale. Je les ai vus dans la salle. Brigitte Fourré, c'est quand même le logo En Marche. Si on martèle pas qu'elle a le logo En Marche et qu'elle est aussi dans le système des violences policières parce qu'elle cautionne ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on a un travail de pédagogie aussi à faire vis-à-vis de l'opinion publique, des habitants d'Amiens. Enfin, je pense qu'il y a des choses que l'on ne fait pas suffisamment. Avant de partir à la guerre urbaine, il y a aussi ce travail d'affaires, je pense. Moi je voulais dire sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout, déjà merci pour cette initiative de ce soir parce que je pense que c'est des espaces communs en fait de rencontres et de discussions qui manquent et voilà, ce soir c'est une belle occasion. Au niveau national il y a des initiatives solidaires y participent qui se sont montées face à l'augmentation de la répression policière et judiciaire du mouvement social, notamment au printemps dernier il y avait une journée qui a été organisée sur le thème de ripostons, comment riposter à l'autoritarisme. J'ai trouvé intéressante la question de Julien de se dire effectivement les violences policières et toute la répression judiciaire qui s'ensuit, c'est un outil des dominants pour casser nos luttes parce que ça mobilise une énergie considérable, y compris en termes financiers pour défendre les camarades, mais en même temps voilà, ça crée des espaces aujourd'hui comme ceux-ci, des espaces de débat, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on pérennise et qu'on puisse multiplier dans l'avenir. Et sur Amiens, depuis le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'on peut se dire en tout cas, c'est que au niveau syndical, ça a beaucoup, forcément, ça a beaucoup remué, mais que sur Amiens, très très rapidement, il y a eu une convergence qui s'est quand même organisée
enfin, au sein de Solidaire, on a été à l'initiative de la première intersyndicale après le 17 novembre pour essayer de voir comment on pouvait faire ensemble pour aller aussi sur les manifestations et puis faire ensemble, justement, converger. Et donc très rapidement, dès le 1er décembre, et ensuite le 8 décembre, il y a eu des appels unitaires, organisations syndicales et partis politiques et associations pour aller manifester toutes et tous ensemble le samedi. Donc il y a des espaces de convergence et de rencontres possibles, et la soirée de ce soir en est aussi un exemple et un aboutissement. Donc merci. Moi juste, je voulais compléter un petit peu le témoignage de Mélanie en 94 rue Fafé, vu que j'habitais là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, je reviens, c'est par rapport à l'image. Quand il y a eu cette histoire-là, les premières choses qui ont été dites, c'était que c'était les gens du quartier qui créaient des problèmes, etc. Et heureusement qu'il y avait ce monsieur-là. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone du tout. Même. Il y a eu un monsieur à l'étage qui a filmé avec son petit caméscope. Et c'est ce qui a pu dévoiler en fait la supercherie, en fait, que l'attaque, elle venait bien de la police au départ, quoi. Et donc c'était aussi pour aussi faire le lien un petit peu tout à l'heure entre ce qu'on disait entre les images officielles des médias et puis aussi ce que David disait par rapport au fait que maintenant tout le monde peut filmer aussi. D'ailleurs des fois c'est pas toujours à l'avantage des militants et des manifestants, parce que la police aussi elle retrouve aussi des personnes via les réseaux sociaux et tout qui ont participé ou pas, mais qui étaient impliqués dans des mouvements de foule ou dans des choses comme ça, quoi. Mais voilà, c'était juste pour compléter un peu ton témoignage, Mélanie, parce qu'il y a eu en 94 des émeutes à Amiens-Nord qui ont été déclenchées à cause de cette histoire-là. Et au départ, c'était encore une histoire de délinquants, alors que c'était des jeunes filles qui faisaient une boum en bas. Et finalement, quand il y a ce monsieur-là qui habitait le quartier et qui a dit mais non, il a envoyé ces images à TF1 finalement, à France 3 Picardie, pardon. Et c'est là qu'en fin de compte, on a pu s'apercevoir de la supercherie, quoi. Et à l'époque, comme je dis, il n'y avait pas de smartphone, on pouvait pas filmer, enfin, on pouvait pas filmer aussi facilement que maintenant. Donc peut-être après, je rejoins un petit peu ce que tu disais, David, par rapport au fait que, le fait de quand il y a des trucs avec les policiers, quand il se passe des choses avec les policiers, c'est devenu presque un réflexe même maintenant de filmer, je pense, pour les gens qui sont dans les manifestations, quoi. Voilà, je voulais juste préciser ça. Oui, bonsoir. Non, c'était juste pour... Je pense que c'est important quand même par rapport aux violences policières qu'on vit effectivement de façon insupportable depuis 2-3 ans. Depuis Macron, d'une certaine manière, quand même. Avant ça existait, mais là ça existe plus. Et je pense que c'est lié à une volonté politique. C'est lié à une volonté politique, c'est-à-dire qu'on nous a imposé la loi travail, on nous a imposé la loi sur les lycées, la transformation du bac, la loi sur les retraites. Ils imposent ça à coups de flic. C'est-à-dire qu'il faut toujours quand même avoir ça, à mon avis, dans la tête, c'est qu'ils essayent de passer avec les flics, en envoyant les flics, quoi. Et donc, c'est très politique, en réalité, la violence policière. C'est très politique. Juste là, on va continuer peut-être à parler un petit peu 10 minutes et on va faire une pause. Et après, on reviendra peut-être sur un an, c'est ça? Et après, peut-être on reviendra un peu plus avec un peu plus d'échanges avec le public. Donc, on vous rend la parole. On vous laisse 10 petites minutes. Voilà, pour les gens qui ont besoin de compléter. Alors du coup, oui, c'est éminemment politique, je pense qu'on l'a tous dit, et effectivement, de toute façon, les policiers, c'est que le bras armé de l'État, en fait. Donc ils appliquent ce qu'on leur demande d'appliquer. Après, il y a toujours des brebis galeuses, etc., qui en surjouent. C'était les cow-boys, les casques pointus, voilà. Les cow-boys. Nous, dans les quartiers, on connaissait plus les cow-boys. Et le film de la G montre très bien. Après, moi je voulais aussi revenir sur la question
des violences qui ont été... et j'aime bien en fait cette idée de personnes sacrées, etc. Je pense qu'effectivement, en fait, il y avait un moment donné où les violences policières, on avait l'impression que c'était réservé à certaines personnes et parce que finalement, elles le méritaient un peu. Alors, pour X ou Y raison, hein, c'était parce que elle vient des quartiers, donc c'est peut-être un délinquant. Il y avait aussi du racisme, donc elle est comment dire, elle est colorée. Donc du coup, potentiellement, ça peut être un délinquant aussi parce qu'elle est colorée et que du coup, si elle se fait taper dessus, c'est que peut-être elle va mériter à un moment donné, elle va faire quelque chose. Et après, il y a ce qui se passe en ce moment, du coup, avec, c'est vrai, les pompiers. Je pense que là, les pompiers, ça a quand même été le grand moment, le grand renversement, bouleversement, parce que on touche pas un pompier, normalement. Les pompiers, ce sont des sauveurs. La police qui tabasse des pompiers, c'est quand même le grand basculement, je pense, qui va faire le plus, qui a fait le plus mal à la police elle-même. Après, je pense que c'est aussi à nous, pour revenir sur la question de la convergence, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas du coup quelque chose à deux vitesses qui se crée. C'est-à-dire qu'on finisse par faire nous-mêmes des catégories entre nous en disant là on tape sur un banlieusard gilet jaune, peut-être qu'il l'a cherché, celui-ci c'est un gilet jaune, peut-être qu'il l'a un peu moins cherché, et puis là c'est un gilet jaune pompier, alors lui il l'avait carrément pas cherché. Et je pense en fait à un moment donné il faut aussi que nous on fasse attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, et qu'on se rend compte que finalement la violence elle existe. Et en fait, à aucun moment il faut rentrer dans le jeu de la légitimisation de cette violence policière en fait. Cette violence elle est juste illégitime et elle est illégitime pour tout le monde. Et en fait, je pense qu'une fois qu'on en a fait l'expérience, on le sait, mais après il faut aussi, et je rejoins ce que disait Romain, c'est aussi le transmettre. C'est-à-dire que moi j'entends encore beaucoup trop souvent, et y compris sur les jeunes, quand on demande aux jeunes pourquoi ils y vont pas. Moi j'ai déjà un jeune qui m'a dit t'es mignonne, t'as vu ma gueule. Déjà que je me fais contrôler juste en sortant du RER, alors si en plus je mets un gilet jaune, toi tu peux passer tranquille, hein, moi je vais me faire défoncer. Et je pense qu'il n'a pas tort en fait, il a pas tort. Et en fait c'est aussi à nous tous de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette... Alors avant nous on parlait de double vitesse, de justice à double vitesse dans les quartiers. Faut pas qu'il y ait cette justice à triple vitesse, à quadruple vitesse, où on se hiérarchise en fait. C'est-à-dire que la violence, elle est illégitime de la part de la police. Point. Je voudrais juste peut-être préciser sur le caractère éminemment politique de la police de maintien de l'ordre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je disais allô place, enfin je dis allô place Beauvau, c'est-à-dire allô la politique et non pas allô la police nationale. Un exemple tout bête, nulle part au monde il y a de préfecture de police comme à Paris. Ça a été inventé par Napoléon. Napoléon savait que le petit peuple de Paris, par extension le peuple français, aimait bien se révolter. Et donc depuis 200 ans, il y a cet état dans l'état qui est la préfecture de police. Et le préfet de police ne rend pas de compte au patron de la police, mais directement au ministre, qui le nomme, lequel ministre rend des comptes au président. Donc on est effectivement dans quelque chose d'éminemment politique. C'est probablement avec l'antiterrorisme, on pourrait en parler, mais la police la plus politique. C'est bien la raison pour laquelle, en fait, quand on parle de police, on parle de politique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le mot, c'est la même racine, c'est police, c'est la ville. Donc on parle des quartiers. Donc en fait, tout ça est extrêmement lié. Politique, police et ville, et cité, hein, c'est la même racine. Donc on parle bien de ça. J'ai souvenir de, je ne sais pas ce que vous pensiez de Claude Dillin, moi j'aimais beaucoup ce monsieur. C'était j'allais dire le ministre, c'était le maire de Clichy, qui était psychiatre par ailleurs, pédopsychiatre, pédiatre, voilà c'est ça, pédiatre, qui parlait, voilà. Et je me souviens de lui en 2007, c'est-à-dire 2 ans après les émeutes, non pas effondré, mais vraiment déprimé. Les Ségolène Royal, les François Hollande de ce monde qui avaient promis, après les émeutes en 2005, qu'ils viendraient, finalement n'étaient jamais venus, ou si peu, avec une caméra, et quand il n'y avait pas de caméra, ils n'étaient pas venus.
Et Claude Dillin était absolument déprimé parce qu'il aimait les habitants, il aimait sa ville, etc. Et il était déprimé parce que, je vous envoie ça, vous en faites ce que vous voulez, parce que ça n'était pas un enjeu, les quartiers, ça n'était pas un enjeu politique pour les politiques, car peu de votants. Cette question-là, je pense toi, Julien, tu pourrais vraiment nous aider à comprendre, parce que tu as travaillé là-dessus, mais je pense que je n'appelle pas à voter, c'est pas du tout mon sujet là. Je dis juste qu'il y a peut-être aussi un lien, c'est-à-dire que sur les violences policières, s'il y a si peu de politiques qui viennent, c'est parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas grand-chose à y gagner politiquement, et qu'il y a plus à en perdre. Et donc cette question-là, là pour le coup elle est plutôt déprimante, mais cette question-là, il faut pas la dépasser. Et enfin j'en termine, ce serait illusoire que de penser que de bâtir des jonctions uniquement sur les violences policières serait suffisant. Je pense que c'est un point de rencontre. Quand Maxime Nicole va à Beaumont-sur-Oise, c'est parce qu'il a ressenti les violences policières et que voilà. Mais ça ne peut être que le début, ça ne peut pas être un horizon. Ça peut pas être, me semble-t-il. Et voilà, comme ce soir, c'est un début, ça ne peut pas être une finalité. Moi, je voulais juste ajouter un point, c'est qu'effectivement, si on veut faire des convergences, c'est sur, d'abord, pour aller au-delà de là où on en est, c'est la rupture d'égalité, elle est excessivement violente aujourd'hui en France. Et elle se renforce en permanence. De la même manière qu'aujourd'hui, parce que j'allais dire ce que dans le débat qu'on a eu sur les jeunes, par rapport aux gilets jaunes et à l'engagement, il disait heureusement qu'on n'y a pas été dans les manifestations, parce que sinon, de toute façon, tout de suite avec nos gueules, on savait que c'était encore eux qui venaient foutre la merde. Et ça, là-dessus, ils ont été vraiment, c'était très catégorique. Mais ces caractéristiques-là ne font que se renforcer. Et j'allais dire, elles sont... Enfin, moi, bon, j'étais en Seine-Saint-Denis pendant... j'ai travaillé sur tous les quartiers de Seine-Saint-Denis pendant une trentaine d'années. On voit à quel point ça s'est renforcé, ces inégalités. Mais on voit aussi, quand les deux députés, un républicain et un macroniste, font un rapport sur la rupture d'égalité des politiques régaliennes, justice, police, éducation nationale, sur un département comme la Seine-Saint-Denis, un député républicain et un député macroniste. Le gouvernement attendra 18 mois pour entendre ce rapport. Ça montre à quel point la question des inégalités dans les politiques publiques de l'État n'est pas leur question, alors qu'ils n'arrêtent pas de nous rabâcher la question des valeurs de la République, et qu'aujourd'hui on est en train de nous préparer un plan pour dire que ce sont les quartiers qui font rupture, qui font ségrégation, qui veulent partir. Et c'est ça qui est insupportable, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on est en train de construire complètement cette rupture d'égalité qu'on n'arrête pas de nous brandir à la figure au nom de plein de choses. Moi, le nombre de fois, on m'a dit, mais Bénédicte, enfin, toi qui es féministe, la laïcité, quand même, comment tu peux supporter, et ainsi de suite. Et on n'arrête pas, sans arrêt. Ce sont eux les responsables dans les quartiers. S'il n'y a pas d'égalité, ce sont eux qui sont responsables parce qu'ils ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Et ça, je pense que là-dessus, il y a des convergences à construire parce qu'il y a urgence, mais urgence, extrême urgence, à aller vers plus d'égalité. On va bientôt faire une petite pause, donc Carole nous donnera le mot de la fin et peut-être un mot d'espoir pour la fin de cette première partie. Je vais essayer, mais alors c'est du point de vue, enfin je voulais revenir sur ce que tu disais sur la nécessité de condamner les violences policières, quelles qu'elles soient, comme illégitimes et quelles que soient les catégories de personnes que ça touche. Du point de vue du mouvement syndical, en fait c'est compliqué.
L'unité syndicale sur la répression policière et judiciaire, elle est compliquée. On doit composer avec des syndicats qui syndiquent des policiers, donc forcément c'est plus difficile. Et ma petite note d'espoir, c'est que dans le dernier communiqué de l'intersyndicale nationale, qui appelle notamment à la prochaine grosse journée de mobilisation du 20 février, il y a un paragraphe qui est dans les, je crois que c'est le 2e ou 3e paragraphe, de condamnation des violences policières. Alors c'est dans un cadre assez circonscrit puisque c'est dans le cadre de la répression des mouvements lycéens et voilà, des lycéens et des lycéennes. Mais malgré tout, voilà, ça fait quand même date parce que je rappelle qu'il y a un an, il y a le gouvernement en plein mouvement des Gilets jaunes qui avait appelé les organisations syndicales responsables à signer une sorte de communiqué d'appel au calme et de condamnation des violences. L'Union syndicale solidaire avait refusé de signer, mais voilà, il y a quand même des choses qui bougent et là, dans le dernier communiqué, voilà, il y a une condamnation des violences policières. C'était ma petite note d'espoir. De pause, et puis on reprend pour réfléchir un peu aux perspectives et à ce qu'on fait maintenant, quoi. C'est ça, voilà, un petit quart d'heure, vous pouvez aller manger à l'extérieur.